Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. OK, vendredi avec un horaire assez chargé pour autant les Pirates Cheap que les Prime. Prime, on a 2h15, quasiment 2h30 avec Carlos de Punisher pour vous autres. Et on a pour un peu tout le monde une boîte avec Jerry, comme à chaque vendredi. On a également un lab, parce que c'est le vendredi avec les Jerry hors contexte. On a un lab avec Mr. White. Plusieurs discussions bien le fun pendant ce lab-là où Mr. White nous surprend toujours. Je prends quelques minutes avant de sauter dans l'avion pour vous parler de ce qui retient l'attention. Super victoire du Canadien hier. Super victoire du Canadien. Le Canadien est vraiment à prendre au sérieux. Ça. On peut pas dire autrement. L'histoire de la force de l'Avalanche, toute l'histoire des Nordiques, il n'y a rien de naturel là-dedans. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité. Moi, ça me laisse indifférent complètement, mais soit que vous aimez ou vous n'aimez pas, moi, ça me laisse complètement indifférent. Mais l'Avalanche du Colorado a beaucoup de misère à jouer et gagner dans l'Est. Ça vous montre comment l'Est joue différemment. Et dans l'Est, il y a une équipe qui ressort du lot. D'abord, le Canadien. On peut mettre Buffalo également. Deux équipes qui étaient nowhere il y a quelques mois. C'est la beauté du sport. Donc, belle équipe inspirante, rapide, jeune. Sérieusement, il y a peut-être des surprises qui s'en viennent pour le CH. Jamais on aurait peut-être pensé ça au début de la saison. OK. Bon, hier soir, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous dire en partant, ça devient quasiment. C'est comme. On s'attend à ce genre de stunt-là. Et c'est drôle parce que c'est plein de choses qu'on découvre quand il arrive des stunts à la Trump sur ce qui est arrivé hier avec Bombardier. Et on apprend beaucoup sur nous. On va le saluer. C'est sûr qu'à la longue, ce genre de tweet-là qui peut shaker le marché, qui peut faire réagir le prix de l'or, qui peut faire réagir le prix de la bourse, qui peut avoir des impacts sur beaucoup de choses dans nos vies de tous les jours. C'est sûr qu'on brasse une shit qui, à un moment donné, risque de nous péter en pleine face, puis ça va sentir très mauvais. Mais c'est sa manière de fonctionner. Et sincèrement, je suis obligé de vous dire que ça fait un peu de bien parce qu'on dort depuis plusieurs décennies et on est dans le déni et on est surtout dans un genre de grand illusion. Le grand illusion, c'est on est parfait, on n'a pas besoin d'eux. John Manley, d'ailleurs, a dit hier, John Manley, c'est un ancien ministre senior des libéraux qui a dit, vous savez, avant le libre-échange, le Canada allait très, 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 très bien. On n'avait pas besoin des États-Unis. Finalement, on a juste retourné à ça, puis on n'a pas besoin de négocier absolument rien. Allez en parler aux 1000 employés de Oshawa qui viennent de perdre leur job. Je ne suis pas certain que le elbows up et ce genre de discours-là leur plaît bien, bien. Donc, il y a un genre de réveil qui est en train de se passer. Pas pour tout le monde, pour très peu de gens alentour de vous, mais regarde, les winners, les gens qui sortent par rapport aux autres, c'est jamais 70%. Là. C'est toujours 5, c'est toujours 10, c'est maximum 15. Donc, si vous saisissez ce qui se passe en ce moment, ben vous êtes dans le petit groupe. Et ce qui se passe, c'est que on est un très mauvais partenaire avec qui faire des affaires. Et ça, Trump nous le dit plus qu'une fois. Et le dossier des avions de Bombardier, c'est un peu ça. Donc, les gens qui ne sont pas au courant, c'est que Trump a menacé de tarifer les avions de Bombardier. Et la raison, c'est les raisons qu'il faut regarder parce que, puis, don't get me wrong, on est très fiers de Bombardier. Toute l'histoire de la C-Series nous a coûté extrêmement cher. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on va récupérer les bénéfices de ça, mais ils ont fait un avion incroyable, que c'est une petite chose à régler avec le temps. Mais Bombardier en général, que ce soit la division récréative qui s'est séparée de Bombardier, on sait que tous les trains ont pris le bord, mais le côté avion de luxe, les CRJ également, toutes ces choses-là, mais les CRJ, il n'y en a plus, il n'y a plus de production, mais il y en a encore beaucoup dans les airs. On a toujours été très fiers de Bombardier. Sauf que
c'est pas la première fois que on est en train de se faire... Parce qu'on est dans... Tu sais, les Québécois pensent que Trump, c'est le gars qui veut écraser tout le monde. C'est celui qui veut limiter l'accès à son marché. C'est le grand protecteur des États-Unis. Donc, c'est un protectionniste. Mais on se fait prendre notre propre game. Et on avait oublié comment on l'était. Rappelez-vous, OK? Rappelez-vous sur toute la chicane entre les avions de bombardier, justement, les jets régionaux que tant de compagnies ont utilisés au cours des 40 dernières années, probablement. Peut-être 30, là, mais on va y aller à 40 pour être plus large. Le compétiteur direct était Embraer. OK? Embraer qui avait un avion extraordinaire aussi. Donc, les deux se disputaient je vous dirais, le marché de ces avions-là, qui sont très importants pour les marchés secondaires, pour les connecter avec les gros hubs des grosses compagnies comme Delta, United, American, etc., etc. Et ça partout à travers le monde. Et on s'est fait pogner dans une histoire. Vous vous souvenez de ça? On s'est fait pogner comme de quoi qu'on était en breach, on avait un conflit avec genre d'organisme sur la boule qui s'occupe du commerce. Et la raison, c'est que nos avions de bombardier étaient bourrés de subventions. C'est un peu ce qui m'énerve d'ailleurs dans le deal avec les chars chinois en passant. Mais on s'est fait taper dessus parce qu'on était très interventionniste par rapport au Brésil. Embraer est une compagnie brésilienne qui bâtit ses avions, en tout cas la majorité de ses avions qui sont destinés au marché US. Grande majorité des avions qu'ils ont vendus dans les années 90 et 2000, c'est ici à Melbourne, donc en Floride. Donc, mais c'est une compagnie brésilienne. Et les Brésiliens se plaignaient de toutes les manigances et tous les moyens de financer par en dessous via les gouvernements bombardiers pour leur donner un avantage pour vendre l'avion à meilleur prix. Donc, et regardez-nous comment on se bat entre les provinces pour empêcher l'accès à une province de venir vendre quelque chose chez nous. Donc, on est comme ça. C'est dans notre culture. On est un très mauvais partenaire d'affaires. Et la raison actuelle, c'est pas un pétage de coche. C'est sûr que Trump a parlé aux gens qui sont derrière Gulfstream. Ça, c'est certain. Gulfstream ont fait plusieurs gros modèles. Je pense qu'il y a 600, 700, 800 dernièrement, des avions extraordinaires. Mais Bombardier est une compagnie aussi qui a énormément de parts de marché US. Puis je pense pas qu'on se rende jusque-là. Il faut le préciser. Je pense pas qu'on va arriver là. Mais on a shaké le système parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que probablement la demande du Québec. Le Québec est toujours en train de se plaindre. Ah, le Canada ne s'occupe pas de nous autres. Ottawa ne s'occupe pas de nous autres. Ottawa n'a pas encore largué la gestion de l'offre pour le lait pour le Québec. Ottawa a probablement retardé de faire l'approbation des nouveaux modèles des avions de luxe, des avions privés, les nouveaux jets de Gulfstream c'est des nouveaux modèles qui ne sont pas approuvés encore par Transport Canada, pour différentes raisons. Mais on tarde et on tarde et on tarde et on tarde. Et c'est quoi la raison? Ben, la raison, c'est pas écrit nulle part. On ne peut pas vous le prouver, mais on se connaît. On sait que c'est pour protéger notre industrie aéronautique à Montréal. Donc, on ne donne pas la certification de ces avions-là au Canada. Donc, il est impossible en ce moment d'acheter j'ai dit Gulfstream, mais c'est Gulfstream. Donc, cette compagnie-là qui fait des avions extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez vu les avions extraordinaires. Donc, autant Bombardier que cette compagnie-là, des avions qui sont top of the line. Il n'y a pas d'avions chinois. Je sais que les Canadiens sont en amour avec la Chine maintenant, mais il n'y a pas d'avions chinois qui sont capables d'arriver à cette qualité d'avion-là. Donc, le premier réflexe, c'est quand tu vois le tweet, tu dis, c'est encore, my God, il va nous liquider ici, il va nous achever. Et là, après la première réaction, c'est elle qu'on a dit, ouais. Comment ça qu'on est le même? Comment ça qu'on est un partenaire, toujours un peu par en dessous, un peu stuff. Puis, regardez-nous comment on se comporte. Moi, c'est une grande surprise pour moi, les Canadiens anglais. J'étais certain que les Canadiens anglais étaient des gens pragmatiques. J'étais certain que les gens émotifs dans la gang, c'était les Québécois avec le sang chaud, toute l'histoire qu'on nous a racontée depuis qu'on est jeunes. Mais depuis la COVID, je me suis rendu compte que finalement, les Canadiens anglais sont aussi poussés que les Québécois. Et ça, c'est une surprise pour moi.
Et là, on les regarde aller, ils sont complètement hors contrôle. Et les dommages qu'ils font à chaque jour, pour moi, c'est un pot cassé qu'on ne réussira jamais à recoller. Jamais, jamais, jamais. On peut peut-être réussir à récupérer quelque chose, mais on ne sera jamais plus comme avant. Et on va en payer le prix. Si vous pensez qu'on va faire des affaires avec d'autres pays du monde, qu'on va être capable de récupérer tout ce qu'on a réussi à perdre par nous-mêmes au cours des prochaines années, ben, vous rêvez en couleur. C'est drôle, hein? Parallèlement à ça, le Mexique, je ne sais pas qui mène le Mexique. OK, la madame, la socialiste qui est là, je ne sais pas qui est derrière elle. Probablement les cartels, mais les cartels lui disent « Hey, calme-toi, OK? Pépi Gazette. » Et c'est exactement ce que les Mexicains font hier. Et là, écrit la présidente mexicaine, elle dit « Ah, super de bonne rencontre avec nos alliés. » Jamais vous avez entendu les Mexicains, le peuple et les dirigeants bâcher Trump, bâcher les États-Unis comme on le fait depuis 1 an. On est hors contrôle, on est all over the place, on est des vrais poules pas de tête, on est crissement gênant à regarder. On est des fucking pussies. C'est ça qu'on est, OK? On l'a réalisé pendant la COVID et c'est encore plus crissement évident en ce moment. Les Mexicains, le peuple mexicain s'en calisse. Ils sont pas là, ils ont la tête à d'autres choses. Ils regardent un peu ce qui se passe. Ils ont le problème de leur bord. Ils ont des histoires avec les cartels. Il y a des patentes qui ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Mais en général, dans leurs relations, parce qu'ils ont été les grands gagnants. Le Canada a été vraiment gagnant dans l'entente de libre-échange depuis fin des années 80. Le Mexique a été le pays des 3 qui a été le plus gagnant. Ils le savent qu'ils ont besoin d'un deal avec les États-Unis. Donc, pas de bashing de Trump, pas de bashing des États-Unis. Le peuple fait son affaire, laisse les dirigeants négocier. Hier, tweet de la présidente qui dit hey, avec nos amis américains, ça se passe bien, on négocie, on avance, on s'en va vers un nouveau deal, ça va bien. Et tandis que nous, on a choisi complètement l'inverse. On a choisi la confrontation. On a choisi de perdre la tête. On a choisi d'insulter. On a choisi d'attaquer. On a choisi d'être victime. On a choisi un paquet d'affaires qu'on va regretter pour longtemps. Et c'est triste de nous voir aller. Moi, ça me décourage à un point où j'ai beaucoup de misère à faire quelques liens, que ce soit entre moi, je parle pour moi, entre moi et mon, entre guillemets, pays qui est le Canada. Le Canada me décourage en ce moment. C'est drôle, j'ai tombé sur un tweet de Zoubi. J'aime beaucoup Zoubi. Zoubi qui est un gars, je pense que c'est un gars de... C'est un gars de où, Zoubi? Est-ce qu'il est de carrément de Dubaï? Je pense que oui. Je pense qu'il est originaire de Dubaï. Passé beaucoup de temps en Angleterre, de retour à Dubaï. En tout cas, je pense, j'adore Zoubi. Un gars de conférence, un gars de podcast, un gars de santé, un gars de gym, un libre penseur. Et j'ai pas son tweet devant moi parce que le téléphone a comme disparu, mais de mémoire, les décisions sont simples à prendre. Il faut rester focus, il faut rester discipliné, il faut garder le contrôle et il ne faut jamais écouter nos émotions pour prendre des décisions. Jamais. Bon, qu'un boomer a juste à faire ça de sa journée et qui est craqué par Paul Larocque à TV, c'est tel que tel. Mais que nos dirigeants qu'on a nommés, qu'on pense être la crème de la crème, qui se comportent comme des fillettes puis qui perdent la tête jour après jour, à tous les heures du jour, que tu ne sais pas ce qui va... Regarde, ça, c'est... Excusez-moi, là. C'est basic, les amis. C'est basic. Des gens qui sont... Est-ce que vous voyez des gars de F1? Il y en a combien de pilotes de F1? Il va en avoir 24 cette année. Il y en a 24. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Hein? Pas pour rien. Quand vous les regardez, ils sont calmes. Hein? Quand vous allez voir un tournoi de la PGA, c'est ça qui nous frappe le plus. Mais comment ces gars-là, avec autant de monde, alors que c'est aussi chaudement disputé, comment ces gens-là peuvent être aussi focus et avoir aucune réaction? Mauvaise shot, aucune réaction. Bonne shot, aucune réaction. Un petit coup de bras, un petit pump-up de bras, that's it. Peut-être une grande réaction à la fin quand ils gagnent, that's it, that's all. Focus. Jamais laisser les émotions prendre le contrôle de votre tête. Jamais. On a fail, c'est un échec à la grandeur pour nous autres. Ce qui se passe avec le dossier de Bombardier, c'est triste. J'espère que dans les prochaines heures,
les politiciens vont botter le cul des fonctionnaires pour accélérer la certification des avions en question et qu'on mette tout ça de côté pour que les gens de Montréal qui travaillent pour Bombardier aient la Christie de paix et que ça ne devienne pas problématique au point où Bombardier est obligé carrément de déménager une grosse partie de sa production aux États-Unis, comme le fait GM en ce moment avec l'annonce qui est arrivée à Oshawa de 1000 jobs de coupés. Puis, j'ai envie de dire à John Manley, le bonhomme avec les cheveux blancs, là, les vieux, c'est... Je sais pas ce que je suis par rapport aux autres. Avant, j'avais l'impression que 58 ans, c'était vieux. Aujourd'hui, quand je regarde les vieux qui ont toute la place à 75, 80 et qui décident qui est le PM, puis quel parti est au pouvoir, puis quelles sont les lois sur telle chose parce qu'ils votent en grand nombre. Sérieusement, crissez-nous patience. John Manley a eu son heure de gloire. John Manley a eu son poste quand il fallait. Je ne sais pas pourquoi CBC et les médias appellent ces vieux astis de Grinch-là. Crissez-nous patience. Vos vieilles histoires, votre radotage, vos patentes du temps et tout. On est dans une nouvelle réalité. Si vous pensez sérieusement que avec la planète dans laquelle on est, où on a des échanges commerciaux à la grande... Si vous pensez qu'on peut revenir comme en 1985, avec l'économie que nous avons, comparer les deux époques, c'est 40 ans où on a l'impression que c'est 1000 ans. Il n'y a aucune comparaison. On l'a vécu, nous autres. Okay? Les gens de notre âge, on est capable de faire la comparaison entre les deux. Il n'y a pas possibilité de revenir en 1985. Parce que des histoires comme GM que vous avez hier, il va en avoir à la tonne. C'est 1,5 million de jobs qui sont directement reliés à l'entente de libre-échange. Vous pensez sérieusement que ce 1 500 000 jobs-là, on peut les garder ou encore les recréer avec des ententes avec le Sri Lanka? Vous êtes sérieux, là? Alors que vous avez un marché de 350 millions bourré de cash à une demi-heure d'un entrepôt en camion, vous pensez sérieusement qu'on est capable de faire ça? Sérieux, les John Manley de ce monde. Et tous ceux qui sont en politique, même les nouveaux, même les comment ça s'appelle? Mel Joy de ce monde. Allez lire Zubi. OK. Calm down. Laissez votre tête fonctionner. Mettez les émotions de côté. Puis, sacrément, c'est pas drôle. Mais je suis obligé de vous dire de prendre l'exemple du Mexique pour savoir comment dealer ce fucking deal avec Donald Trump. D'autres podcasts à venir sur Radio Pirate. Fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Pirate. Radiopirate.com. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. La boîte à Jerry. Il y a une petite Celle boîte. du vendredi. Il y a une petite boîte. Oui, toutes sortes d'affaires. Mais c'est ce qui reste un peu de la semaine. Là. C'est un peu comme... ça arrive toujours de même. À un moment donné, tu fais le ménage du frigidaire à la maison. Avant d'aller faire le marché, tu fais un genre de petit ménage de frigidaire, puis tu dis, OK, il me reste ça. C'est un peu ça. Il y a un député, c'est le député de Marquette à l'Assemblée nationale. Marquette, c'est Dorval et la Chine. Donc, ce coin-là de Montréal, Dorval et la Chine, c'est la circonscription de Marquette. Et le député, c'est Enrico Ciccone, joueur de hockey. Mais il y a tu sais, Enrico Ciccone, où je trouve que c'est un good guy, puis je pense que c'est un gars qui doit bien faire sa job de député. Là, mais j'ai pas aimé ce qu'il a dit avec l'histoire du hockey. Et le grand titre, c'était « Les Américains », puis ça, le titre vient de lui, «
Les Américains nous ont volé notre sport national. Les Américains, ils nous ont volé le hockey. T'sais, en parlant un peu du succès des Québécois, il y a moins de Québécois dans la NHL, dans l'équipe Canada Junior, puis toute l'histoire. Mais le gros titre, c'est que c'est les Américains. Ça, là, ça ne marche pas comme titre. Ça ne marche pas comme titre. Les Américains nous ont volé notre sport national. Daumier qui dit, regarde ça, là, il dit, Daumier dit, hein, ouais, c'est vrai, hein? Ah, mes maudits Américains. C'est comme si c'était la faute des Américains si nous autres, on performe pas bien. Ça, c'est pas victime ordinaire. Dire, la victimite aiguë, là, on souffre de ça au Québec. Là. Je comprends que... La face, c'est que dans la chronique ou par la suite, on l'explique que OK, l'élite... Tu n'as parlé avec Max Truman, puis c'était très, très bon, ce bout-là, quand tu as fait ça avec Max Truman. Les histoires, bon, Max, il parlait du coût que ça coûte jouer au hockey. Après ça, les affaires de ligue de hockey junior pour les jeunes, est-ce que ça devrait être rattaché à l'école? Il y a plein d'histoires. Est-ce qu'il y a trop d'élites? Il y a plein de raisons. Élites. Juste pour faire plaisir, pour l'ego des parents, on a créé, on a fait semblant qu'il y avait du double lettre ou du haut calibre partout, alors que c'est pas le cas, là. C'est ça. Mais de dire que c'est les Américains, si, mettons, il n'y a pas de Québécois, comment dire, dans l'équipe nationale. C'est deux manières de voir les choses. On n'est pas sur pareil. Moi, si tu me dis ça, moi, je vais te dire, on a perdu notre leadership là-dedans. On a perdu, on était en haut de la butte, on a perdu. Pas personne n'a volé quoi que ce soit. On a perdu. Ça, c'est une manière de voir la vie. Hein? Il y a des victimes, puis il y a du monde qui voit clair, puis non, regarde, c'est nous autres. C'est pas de la faute de personne. C'est notre propre faute. On s'est mêlés, puis... Tu sais, au début, quand il y a eu des Européens dans la Ligue nationale de hockey, il y a des commentateurs ou du monde qui suivait le hockey à l'époque, là, il y a quand même assez longtemps, puis ils disaient c'est un peu comme des voleurs de job. Le gars, il arrive de la Suède, ou l'autre, il arrive de Salming, le Suédois, le défenseur, il arrive. Mais en fait, il prend un job d'un gars d'ici. Oui. Ouais. C'est une manière de voir les choses un peu loser. Parce que, c'est-à-dire, si le gars d'ici est meilleur que Salming, si le gars d'ici est meilleur que Salming ne jouera pas. Là. C'est ça. Moi, je le veux de même. En tout cas, c'est juste, je reviens là-dessus pour une chose. C'est pas pour refaire le débat, puisqu'on l'a fait. Tu l'as jasé avec Max. C'est juste dire que on dit de mettre la faute sur les Américains. Tu sais, à un moment donné, calmez-vous les nerfs. Là. Ça veut dire, c'est pas la faute des Américains sur... Ça va mal. Ah, c'est les Américains. Christophe, arrête. Là. Marche pas, ça, cette histoire-là. Drôle de patente. Ce qui se passe au hockey en ce moment chez nous, c'est directement, c'est en parallèle avec ce qui se passe dans le reste de notre société. Je veux dire, c'est pas... c'est pas vrai qu'une société est en décroissance, une société est de plus en plus médiocre d'après tout ce que je regarde. Puis qu'elle pourrait prospérer de plus en plus au hockey. Non, ça suit. Là. C'est ça. C'est tout. C'est tout influencé par OT. Ben oui, c'est tout relié, cette affaire-là. Puis, tu sais, je veux pas enlever. Plus il y a de sport, mieux c'est. Moi, je suis quelqu'un qui est... Moi, je pense qu'il faut que les jeunes pratiquent plus de sport, dans le sens qu'il faut qu'ils fassent beaucoup de sport et pas juste un sport. Mais, dans les 20 dernières années, le Québec a abandonné le baseball, alors qu'on était très bon au baseball, en passant. Pour le nombre de joueurs qui jouaient, on avait beaucoup de bons joueurs de baseball. On a une facilité dans le baseball. On a délaissé les terrains, on a délaissé les ligues. C'est en train de reprendre du mieux. Mais pas comme c'était avant. Avant, on jouait tout au hockey.
Et on jouait tout au baseball. Les gars de hockey jouaient tout au baseball. OK? On avait le même nombre. C'était capoté le nombre d'équipes de baseball qu'il y avait. Les terrains de baseball étaient plein. Des tournois. Oui. Ça jouait au baseball. Rappelle-toi, le baseball était très populaire. J'ai joué au baseball. Et le baseball a disparu avec les expos. On le laissait aller. Puis on s'est fait à croire qu'on était des Européens. On s'est fait à croire qu'on était très soccer. Parce que soccer, en tout respect, là, n'importe qui peut jouer au soccer. Okay. N'importe qui. Même plus que, tu sais, si tu sais marcher, tu peux jouer au soccer. Au pire aller, tu vas être peut-être moins bon, mais tout le monde peut jouer au soccer. Pas tout le monde peut être capable de patiner avec un bâton et une rondelle. C'est dur. Pas tout le monde est capable de, s'il n'y a pas de T-ball, puis quelqu'un qui te lance une balle à, je sais pas moi, Atom ou Pee-wee, puis la balle, elle descend à 49 000 à l'heure, ça se peut que tu ne touches jamais à la balle. Donc, ça prend un certain talent aussi. Même chose pour le golf, même chose pour le basket, même chose pour le handball, même chose. Le soccer, je ne dis pas que les meilleurs joueurs de soccer ne sont pas extraordinaires, c'est pas ce que je dis. Mais n'importe qui peut jouer au soccer. Et c'est un sport qui n'est pas très dispendieux, en plus. Et là, on a tout mis sur le soccer. Les terrains synthétiques, les patentes. On a délaissé beaucoup le hockey. Le hockey est comme devenu, regarde. Là, on se fait à croire que c'était un sport de riches. Ça l'est devenu. Il faudrait savoir pourquoi ça l'est devenu. C'est dur, ça ne l'était pas dans le temps, un sport de riches. Sinon, moi, je ne me serais jamais rendu ce que je me suis rendu au hockey. Jamais. J'aurais pas pu. Mais ma famille n'était pas assez riche pour ça. Oui, patins, deux paires de patins, super tac par année. En 1983, ça coûtait cher à mes parents. Oui. Oui, ça dépend. Mais on n'avait pas de char neuf à cause de ça. On n'avait pas de. Tu sais, il y a un paquet d'affaires qu'on n'avait pas. Mais on pouvait jouer. Aujourd'hui, c'est vrai que toute l'élite, c'est très, très, très dispendieux. OK, faisons le tour de ça. Et c'est quoi qui fait que c'est le même? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est devenu le même? Est-ce qu'il y a moyen que ce soit pas comme ça? Mais on n'a pas pris le temps de le faire. On s'est concentré. On a fait des terrains de millions de dollars pour le soccer. Partout. Dans toutes les villes, il y a des terrains de soccer bien drainés. C'est beau terrain, là. Bravo. Mais c'est devenu la priorité numéro un. Le baseball, c'est pas le baseball. Le hockey, les arénas, finalement, on s'est rendu compte que les arénas étaient bourrés de champignons. On s'est dit, il faut bâtir des arénas. Et là, on commence à comprendre que ça prend des glaces réfrigérées dehors. Mais là, ce qu'on entend parler, c'est quoi, là? Les villes, là, Lévis, 15 patinoires. Là, la ville de Québec vient de parler cette semaine. 20 patinoires. Donc, le but, mais il n'y a pas de monde, ces patinoires. Ouais, mais pourquoi il n'y a pas de monde? Il faut mettre du monde, ces patinoires. Il faut redonner le goût. Les écoles, ils vont-tu? Moi, c'est drôle. À l'école primaire, il y avait une patinoire dans notre école. Bon, pendant la récréation, les profs qui surveillaient la récréation, non, on ne veut pas vous blesser. Ça, c'était tannant. On y allait pareil. Mais il y avait des activités à l'intérieur de l'école où le prof d'éducation physique nous faisait jouer au hockey. Ah, moi, j'aime pas jouer au hockey. Tu joues au hockey pareil. Donc, c'est ça. Là, finalement, tu as 7 ans, tu joues au hockey. Ah, finalement, regardons, à 9 ans, il joue au hockey, Gaétan. Il s'appelait Gaétan, je me rappelle de lui. Il pleurait 7 ans. Pas bon. Finalement, vu que pendant les périodes d'éducation physique, on partait, les filles jouaient contre les filles, les gars jouaient contre les gars. Ben, même les pas bons, on commençait à dire... Il a suivi, puis embarqué dans la patente. Ben oui, à un moment donné, il a trouvé ça le fun. Il n'a peut-être jamais joué dans du hockey organisé, mais il était à patinoire toutes les fins de semaine avec plein de boys de son âge. Donc, tu sais, il y a des raisons. Moi, ça me fait de la peine de voir ça. Ça me fait de la peine de voir qu'on n'est plus là pantoute. Ça me fait beaucoup de peine. Oui, le hockey, ça m'a formé, moi. Donc, ça me fait beaucoup de peine de voir ça. Mais il n'y a pas personne qui nous a volé rien. Ça va que le reste. Je vois le vert. J'ai une couple de patentes J'ai 3 patentes sur la France. Mais parce qu'en ce moment, il y a quelque chose d'unique. Moi, j'ai jamais vu ça. Okay, j'ai jamais vu ça. Ça fait énormément parler en France. Puis moi, j'ai écouté des bouts de ça. Tu vas dire, ouais, t'es flyé un peu. Non, c'est juste parce qu'il y a un spectacle tout à fait incroyable. Puis moi, j'aimerais ça que ça soit comme ça ici. En France, il y a une commission qui vient d'ouvrir. Ça s'appelle la Commission d'enquête sur la neutralité du fonctionnement du financement de l'audiovisuel public. Je vais le mettre dans mes mots. C'est comme si tu prenais Radio-Canada, CBC, OK? T'es fait parader devant toi, puis il y a un gars qui pose des questions, puis il faut que la gang de Radcan réponde. En fait, c'est prouve-moi que j'ai encore besoin de te financer. Guillaume Lepage gagne combien? On ne le saura jamais. C'est une compagnie privée qui produit un show voilà, pour Radcan. Voilà, c'est ça. Ça, c'est voulu de même en passant. Voilà, mais en France, c'est pas de même.
En France, Jeff, en ce moment, là, sont en train de déshabiller à patente au complet. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a de plus en plus de politiciens, plus de droite, qui veulent, quand on va rentrer au pouvoir, là, l'espèce de Radio-Canada ou l'argent public pour la TV française, ça va être goodbye. Ils veulent tout privatiser, ça. Ils veulent tout privatiser, ils veulent vendre. Mettons exemple, France Télé. Là, Ah, c'est drôle, ça n'en parle pas bien dans les médias québécois. Ils parlent de la France tout le temps, pourtant. Ça, ils n'en parlent pas. Jeff, c'est un spectacle tout à fait extraordinaire. À un moment donné, il arrive une bonne femme. Non, c'était tellement le fun que je l'ai réécouté une deuxième fois. Non, c'est fantastique. Il arrive, la bonne femme est là. Là, elle se fait interviewer. Le gars s'appelle Charles Aloncle. Le gars qui interviewe. Le député, un genre de député, là, mais le gars, le gars, il est ferré. Il demande à la fille, il demande à la femme, une femme d'à peu près début cinquantaine. Il dit, ouais, il dit, il parle, il dit, ouais, il dit, comment ça vous choisissez tel producteur? Mettons qu'il y a une production qui passe à France Télé. Pourquoi vous choisissez tel producteur par rapport à l'autre producteur? Mm-hmm. Là, elle dit, parce que c'est le projet, c'est un beau projet. Oui, mais il dit, avez-vous des rapprochements avec cette compagnie de production-là? Là, la femme a bégayé. Elle dit, oui, elle dit, on a des rapprochements. Oui, mais c'est quoi les rapprochements entre France Télé et cette maison de production-là? J'ai une relation... j'ai une relation personnelle avec le dirigeant de... Câlisse! La madame a fourre à plein cul avec le gars de production. Hey, ça sort, Jeff, ça sort dans la commission. La femme a dit à la commission qu'elle fourre à plein cul avec le gars à qui elle donne des contrats. Hey, c'est de toute beauté. On n'a pas ça dans la presse ou dans le Devoir, eux autres qui nous parlent tout le temps de la France. C'est bizarre. Hey, c'est un spectacle unique. Wow. Non, ils se font rosser. France Télé, Jeff, ils se font rosser. Là. Ah, j'adore. Regarde, c'est du bonbon. Après ça, il pogne un autre gars. Le gars, il est comme directeur. Puis, tu sais, les affaires du gouvernement. Tu sais, Radio-Canada, c'est bourré. La boîte, ça, c'est pleine. Je fais un parallèle avec Radio-Canada. Mais Christophe, que j'aimerais ça. Une commission de même ici, là. J'aimerais tellement ça. Et le gars, il est directeur du cinéma et de fiction. Ils ont toujours des titres bizarres ici. Là, ils disent au gars, ouais, là, il dit, vous voyagez beaucoup, vous, pour, France Télé. Le gars, il voyage beaucoup à travers la France. Oui, il voyage, oui. Il dit, vous allez souvent à Cannes. Tu sais, à Cannes. Cannes, c'est une belle place. Côte d'Azur. On s'entend-tu? C'est une belle place. T'sais. Cannes, oui, Cannes. Festival de films. Oui, mais vous y allez souvent à Cannes. Oh, oui. Mais là, c'est quoi ces histoires de factures-là? Le bonhomme, il est à Cannes quasiment 6 mois par année à 1 700 € à nuit. Oui. Dans des hôtels. Ah, ben. Jeff, c'est un scandale généralisé. Non, mais c'est du monde que tu mettras en prison, toute la gang. Là. Non, France Télévisions, là. On fait la même affaire des à bandits, Québec, puis à Radio-Canada, CBC, on a ça. Ah, c'est la même affaire. Oui, c'est sûr qu'on a ça. Mais cette commission-là, là, présentement, puis là, c'est pas fini. On a encore pour à peu près, je pense, 3 mois. Ça vient de commencer. C'est du bonbon. C'est extra. Ben, c'est très français, là. Des discussions, c'est très Frenchy. Mais Christophe, il y a des bouts de drôle là-dedans. Puis, je termine ça. Je me disais en dedans de moi-même, my God, tu mets ça à la télé ici le soir. Tu sais, tu dis, à 9h à soir, là, c'est la commission, on passe Radio-Canada. Ouais. Puis ça dure pendant 3 mois. Tout y passe, là. On va apprendre qui couche avec qui à Radcan, là. Non, c'est de toute beauté. J'aime ça. Une autre affaire française. Faut que j'en parle. Qu'est-ce que tu veux? C'est mes histoires. C'est des histoires à Jerry, ça. Moi, j'aime les affaires de potinage. Il y a un gars en France. Il s'appelle Bardella, son nom de famille. Jordan Bardella, le beau monsieur, le beau gars de 30 ans. Paraît très bien, Bardella. Ça, c'est le même parti que Marine Le Pen. Voilà. L'affaire, c'est que aux prochaines élections, les élections en France pour remplacer le gars qui a les lunettes,
Macron. C'était en 2026. Le gars de Tom Cruise. C'est ça. Trump, Maverick. Trump, il brasse de temps en temps. Maverick. Le Maverick français. Mais les élections en France pour la présidence, c'est en 2027. Donc là, ça commence à se préparer tranquillement. Et le Rassemblement national, qui est le nouveau nom du Front national, là. Donc le parti de Le Pen, ben, Le Pen, possiblement qu'elle ne pourra pas se présenter une histoire là, de financement politique, une patente. Mais l'affaire, c'est que possiblement, là, c'est pas décidé encore, mais il y a des grosses chances que ce soit Jordan Bardella qui représente le Rassemblement national. Et by the way, dans les sondages, parce qu'eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est pas compliqué, c'est de mettre des truands dans des avions et les déporter, un peu ce qui se passe aux États-Unis. On s'entend dessus? Donc, les autres, ils veulent faire un ménage de la France au complet. Là. Et, genre de petit côté ice, c'est bon. Mais l'affaire, c'est que Bardella, il est en avance d'un sondage. Oh, lui, il est tannant. Là. Lui, il le trouve tannant pas mal. Puis, tu sais, toute la gauche, il crache dessus, là, ça c'est sûr. Sauf que Bardella, il est sorti d'un restaurant parisien avec une madame. Parce qu'à un moment donné, lui, dans sa vie, à un moment donné, on pensait qu'il était homosexuel. Tu sais, il y avait comme des rumeurs qui couraient parce qu'il disait un beau gars de même, pas de blonde. Qu'est-ce qui se passe? Il est-tu homosexuel? Tu sais, il va être comme un. Il n'est pas homosexuel. Parce que les Français sont beaucoup là-dessus, là, des relations interpersonnelles avec leurs politiciens. Les autres s'intéressent. Nous autres, on est Ils prudes à checkent ça. mort. Ah non, il est très, très prude. Et là, Bardella, il sort du... Il est allé manger il y a eu une date. Il y a eu une date. Il est allé au restaurant. Mais sa date est avec Maria Carolina de Bourbon. Attends un peu, là. Non, là, on trouve... Là, la gauche française est en train de se liquéfier. Non, parce que Bardella, 30 ans, va manger au restaurant avec Maria Carolina de Bourbon, qui a 22 ou 23 ans. Très, très, très belle fille. Très belle fille. Donc, ils font un beau couple. 30 ans, 23 ans. Parfait. Couple parfait. Il n'y a pas rien de bizarre là-dedans. Tout est correct. Comme des jeunes qui se rencontrent puis ils tombent amoureux. Mais là, ils sont pas mal amoureux, pareil. Sauf qu'elle, là, elle est la descendante directe de Louis XIV. Ben voyons donc, oui. C'est pas vrai, là? Du roi de France. Ben voyons, c'est pas vrai. Ben voyons. Oui. Ben oui. Donc, elle a du sang royal. OK, je répète mon histoire. Bardella rentre au pouvoir et madame, la première dame du pays, Au lieu d'avoir Michel, le gars qui est là avec ses cheveux d'en face, qui donne des claques à la gueule au président, là, t'as quelqu'un d'autre. La fille, c'est ça. Le président de la France, sa femme, on extrapole. Sa femme, ça peut être l'héritière de Louis XIV. Donc, la monarchie revient au pouvoir en France. Ah non, ça se peut quasiment pas. Ah oui, ben oui, Rappelle-moi le nom de la madame. Maria Carolina de Bourbon. Ah oui, Bourbon, c'est quoi? Bourbon. Ben oui. Non, Bourbon, c'est un lien direct avec la famille française des Capétiens. Les Capétiens, c'est les rois francs. C'est eux qui ont fondé la France en 800 quelque, en l'an 800 quelque. Donc, elle est la lignée directement des rois de France. Pensez à ça 2 secondes. On s'en crisse de ça, là. Mais pour les Français, tabarouette, la royauté revient en haut avec un gars de droite. La gauche, là, ils vont. La gauche, ils se Mais c'est une drôle de droite, là, il faut le dire. Là. Non, C'est une droite d'immigration, mais tout le reste, c'est. Le reste, c'est de la gauche. Là. Oh, Jeff, je t'ai envoyé sa photo. Dis-moi non ce que t'en penses. Oh, OK. C'est sûr qu'elle n'est pas. Quel âge qu'elle a? 22, 23. Elle n'est pas vieille, là. 22, 23. Mais ça va te donner une idée de quoi qu'elle a l'air. C'est la célibataire la plus en vue de France. OK. Là, il sort avec elle a un kit de reine sur la tête, là. Non, oui. mais elle est dans le. Elle est descendante du roi. Oui. C'est très bon. Moi, j'aime ça. Non, J'adore cette histoire. ça, c'est une histoire purement française. Oui, elle a 22 ans. L'autre, on va avoir PSPP avec la fille de Pornhub. Nous autres, on est les descendants de la France. Ben, on dit que dans le temps, c'était...
Ben oui, c'est... C'est ça. T'avais-tu un autre sujet, la France? Tu disais que tu n'avais Oui, pas. j'en ai un autre. Mais lui, il... C'est donc bien des bons sujets que j'avais. J'en ai un autre sujet de la France. Mais la France, qui est un pays magnifique. Magnifique. C'est le pays. Pourquoi tu dis, ouais, mais la France, c'est un des plus beaux pays au monde. Pourquoi? Les touristes qui vont... C'est pas un hasard que les touristes vont en France. Année après année, la France, c'est là que les touristes au monde se ramassent. Okay? C'est là qu'il y a le plus de touristes. Après ça, c'est l'Espagne qui est deuxième dans le monde. Donc, France, Espagne, États-Unis qui est troisième, l'Italie qui est quatrième, la Turquie qui est cinquième. Ça, c'est le top 5. Ils sont pas mal. Ces 5-là sont pas mal en voiture. Pays magnifique, la France. Mais sauf que pays de marde. Fiscalité de marde. OK, c'est pas vivable. Pays magnifique, ma France. Ta paye... Je me demande si quand tu reçois ta paye, je pense qu'il t'en reste plus. Là. Il te bouffe ta paye. Socialisme mur à mur. Oh. Productivité à terre. Après ça, les deux pieds dans la même bottine. Après ça, bureaucratie. Bureaucratie, Christophe. Des fonctionnaires. En as-tu des fonctionnaires? La bureaucratie épouvantable. Donc, la France est comme sclérosée, pognée. Mais ça, avec les années, ça a commencé à... Tu sais, la France, c'était rayonnant, la France, c'était très grand. Là, aujourd'hui, la gauche a scrappé la France. Bon, on le sait, là. Mais il peut se passer quelque chose de spécial, pareil. Dans les prochaines années, on ne sait pas quand que ça va arriver, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Les pays les plus riches au monde, tu sais, le PIB, la patente, l'histoire. Les pays les plus riches, c'est quoi? C'est États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, UK, l'Inde, la France, l'Italie. Le Canada. Non. Corée du Sud, Canada est là. Mais il va y avoir un nouveau ranking bientôt. Le nouveau ranking, ça va être États-Unis, Chine, Japon, Allemagne, UK, l'Inde, le Texas et la France. Arrête. Le Texas, à lui seul, va dépasser la France pour le PIB et la richesse. Pensez à ça 2 secondes. C'est spécial. C'est un État. Là. Le Texas, c'est une machine. Là. Oui, le Texas. C'est plus riche que le Canada de beaucoup. Puis pensez à ça. Le Texas, c'est 31,7 millions d'habitants. La France, c'est 69 millions d'habitants. Donc, le Texas, avec 31 millions d'habitants, va tomber le 7e. Si on le met comme un pays, il serait le 7e au monde. On n'aime pas la Californie parce que c'est hyper... puis ils perdent beaucoup de gens pour le Texas. Là. Ils ramassent beaucoup d'immigration, puis ils perdent beaucoup de riches. New York va perdre beaucoup de riches avec le maire qui a un trou dans son budget de 10 milliards, donc veut taxer les riches. Les riches vont partir il veut monter les taxes, lui. Oui, ça va tout partir pour la Floride. Là. Donc, il y a des affaires qui se passent. Là. C'est pas beau, New York. Mais tu sais, juste par habitant, là, le PIB par habitant, le Texas, c'est 82 000 par habitant. Le Canada, c'est 52 000. Ah oui. Non, c'est on n'est pas là. On n'est pas là. Si le Texas, mettons que le Texas... Là, on ridiculise le Texas en passant depuis toujours. Le Texas, il y a toujours des caves. J'ai toujours des caves. Ça, c'est des gars avec des guns et des chapeaux. Si le Texas est un pays, d'ici quelques temps, comme je te dis, là, c'est d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Prochainement, le Texas va dépasser la France. Wow! Non, ça, c'est capoté. Là. Capoté. Une petite vite pour la route. Une petite vite. Je retourne en Europe un peu, mais c'est un peu capoté, ça. Ça, c'est une histoire capotée. On sait que le UK, ça va pas tellement bien. Le Royaume-Uni, on sait que les problèmes qu'ils ont, mais c'est un grand pays, mais on bourré de problèmes. Les grandes villes, c'est quoi les grandes villes, le UK? Londres, la plus grande ville. La deuxième ville, c'est Birmingham. Manchester, Liverpool, Leeds. C'est les plus grandes villes de... Mais là, je vois à Birmingham. Ben, Birmingham, métropolitain, là, c'est 2,8 millions d'habitants, à peu près, tu sais, métropolitain Birmingham. Il y a plusieurs grosses villes là-bas. Et, mais il y a une affaire bizarre qui va se passer. C'est qu'il va y avoir une élection pour la mairie. As-tu le gars bizarre là, qui a le musulman bizarre? Là?
Oui, Jeff. Le gars, il est candidat pour être maire de Birmingham. Puis en ce moment, il est pas mal. Il pense que ça va être lui qui va rentrer comme maire. Au mois de mai. Les élections sont au mois de mai. Beaucoup de monde, là. Ouais, mais là, Jeff, attends un peu. Là. Mais, je connais un peu. OK. On peut comprendre des choses, là, mais pour ce gars-là particulier, je ne connais pas les autres affaires. Pour ce gars-là particulier, tu ne peux pas être quelqu'un de Birmingham qui vote pour ce gars-là. Ça se peut pas. Oh oui, mais oubliez ça, ça se peut pas. Le gars, il a fait de la prison. Le gars, c'est un extrémiste islamique associé à des groupes terroristes du Yémen. Lui, il était emprisonné au Yémen un bon bout de temps parce qu'il a fait un enlèvement avec d'autres chums. Là. Ils ont enlevé des Occidentaux. Puis quand ils ont voulu... Ils ont fait des enlèvements. Puis quand ils ont voulu libérer des Occidentaux qui étaient là, à l'époque, ben il y a eu 4 morts. Il y a eu 4 personnes qui sont décédées. Le bordel, ils ont fait un raid dans un hôtel. Ils ont pris des terroristes. Là. Mais t'as peu. Le gars, ce gars-là, le gars qui a donné, il s'appelle Shahid Bout. Le gars, OK, ça va servir. Pensez à ça 2 minutes. Là. Le gars, il a fait une attaque sur le consulat britannique au Yémen. OK. Si, boy. Mais comment il se retrouve là? Attends, le gars, il fait une migration dans la ville de Birmingham. Oui, mais tu peux pas nommer quelqu'un de... Je sais qu'ici, on l'élu des fois du monde un peu bizarre. Puis, bon. Mais là, tu peux pas élire un gars... C'est qui vote à Birmingham? Qui vote à Birmingham? Beaucoup de musulmans. Mais même là, Jeff, même si tu es musulman, c'est-à-dire, tu peux pas... Ça en dit beaucoup sur eux, hein? Oui, mais c'est ça. S'il y en a beaucoup qui votent pour lui, ça en dit beaucoup. Je suis désolé, là. Le gars, il a attaqué le consulat britannique. Mais là, tu as un test à passer. Je te souhaite de le passer, là. Le gars, il a attaqué le consulat britannique, Jeff. Il y a un examen qui s'en vient, là. Non, mais c'est fini. La Grande-Bretagne, c'est fini. Moi, je peux plus jamais aller. Il a attaqué le consulat de ton pays. Oui. Puis il va être nommé maire. Non, arrêtez, là. Ben ouais, tu y vois à face, là. Non, mais c'est spécial. Là. Je vais à faire, c'est pas un tout. J'ai une petite affaire vite, bien vite. Je fais même pas garder mon chien, là. Parce que faut que j'en parle. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire? Parce que, tu sais, tu as les bitcoins, les ci, les ça. À un moment donné, il y a eu une grosse, je veux dire, une mode. Tu sais, des histoires de NFT. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On recule. On n'en parle plus bien des NFT. Toile, des affaires d'or faites sur toile. C'est ça. Là. Les non-fungible tokens. Ça a été le méchant de crosse. Là. Ouais. Donc, c'est quoi en réalité? C'est que tu as une image ou de l'art numérique et cette pièce-là d'art numérique, d'une manière, parce que tu peux avoir un cadre fait par un peintre dans le salon chez vous. OK? Donc, c'est quelqu'un avec de la peinture qui avait fait un cadre. Correct? Mais tu as des œuvres numériques. Et là, l'affaire, c'est que ces œuvres-là, pour leur donner de la valeur, parce que pour pas faire... Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans une œuvre? C'est quand elle est unique. Tu ne peux pas la copier. Donc, l'affaire, c'est qu'il y avait des certificats numériques de propriété unique sur des œuvres. Et là, quand ils ont parti les NFT, il y a eu des banques de NFT, là, c'était le bordel. Puis il y a du monde qui ont acheté ça. Et un des NFT qui était le plus cher vendu, c'est pas le plus cher, mais c'est un des plus chers, il était acheté chez Christie, la place pour les enchères, en février 2021. Il y a quelqu'un qui a acheté une espèce d'image avec plein de couleurs, là, une image un peu bizarre. Là. Ça s'appelle... je ne sais pas c'est quoi le nom. Là. Une espèce d'image avec plein de couleurs bizarres. Mais il y a quelqu'un qui a acheté ce NFT-là, 69 millions de dollars Innocent. En 2021. Gros cave. La valeur, parce que le gars qui a payé ça, il l'a payé en bitcoin. On t'entend-tu? Donc, mais la valeur, si tu prends les bitcoins, la valeur en dollars, ça représentait 69 millions de dollars. Ça vaut combien aujourd'hui, le bitcoin de 69 millions? Le NFT, il est à vendre, le NFT.
Le NFT, en ce moment, si tu veux l'avoir, le NFT, tu peux l'acheter à 5 000. C'est 5 000 $ si tu veux l'avoir. Il est à vendre, si ça t'intéresse. 99,9% des NFT ne valent plus de crise de scène. Ça vaut fucking. Non, mais on le savait quand... On en parlait quand ça arrivait. On se disait, mais voyons, comment le monde peut penser que ça vaut de quoi? Comment? Pourquoi tu achètes ça? On comprenait tout ça, là. C'est ça, parce que c'est comme si tu as un certificat. Tu sais, moi, si, mettons, j'achète de l'art pour 69 millions. Mettons, j'achète, je sais pas, moi, une toile là, d'artiste. Mais là, je sais que cette toile-là, qui est unique, qui est dans mon salon, puis j'ai le plaisir de la regarder, mais je sais que cette toile-là, elle va prendre de la valeur avec le temps. Pas ce que tu comprends? T'sais, la rareté, c'est la seule toile qu'il y a. C'est moi qui l'ai. Donc, il y a l'effet rareté. Et l'artiste, c'est tout ça. Il y a un esprit derrière de tout ça. Mais les NFT, c'était la même chose, mais du point de vue numérique. Il y a du monde qui ont embarqué là-dedans, qui ont mis beaucoup de sous. Mais tu l'as, le certificat. Mais ton certificat, tu dis, ah ouais, je suis seul, moi, avec le certificat de cette œuvre-là. Oui. C'était payé sur les 9 millions. Sur les 9 millions. Oui. Mais on s'en calisse de ton histoire. On s'en crisse. On s'en crisse. C'est un Picasso? Non, c'est pas un Picasso. C'est une patente de couleur faite par un gars qui a un ordinateur. On s'en calisse. Mais là, ça vaut 5 000. Puis, il n'y a pas d'offre dessus à 5 000. Ben non, c'est sûr qu'il n'y a pas d'offre. Donne même pas 50$ pour ça. Voyons. Si boire. Non, c'était un crash monumental. Tabarnache. Belle ride, regarde, pour le vendredi, c'est parfait. Ça, c'est le fun. C'est le fun. Quelle belle ride. Vive la boîte à Jerry. Vive la boîte. Oui, c'est bon. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radiopirate.com. What's this machine do? Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Le labo de Mr. White. Le lab de Mr. White. Oh boy. Pour le lab, il faut toujours que je me prépare toujours. Si je veux jouer 5-6 cotes, je m'en prépare une douzaine. Parce que je sais que Jeff, il va venir me jouer dans l'audio. T'sais. Il va venir me jouer dans le lab. T'sais, il vient dans le lab, là, puis il me vole des Je joue dans l'hypothèque à Steph Bruyère, mais je te joue également dans ton lab. C'est ça. Oui. Je t'avais de boire à la porte du lab. Mais qu'importe, je trouve, je suis content parce que j'aime ça quand tu viens jouer dans mon labo parce que je me dis, c'est des cotes qu'ils avaient entendues. Parce que moi, mon but, c'est de faire entendre des affaires que tu n'as pas entendues. Ouais. Que vous n'avez pas entendues, j'espère. Et là, on va commencer ça par l'IA, l'intelligence artificielle. Oui. Parce que cette semaine, Radio-Canada ont fait un reportage là-dessus, puis ils ont fait un sondage, en fait. Mm-hmm. Et ce que je voulais par quoi qu'on va commencer, on va écouter le reportage de Radio-Canada, OK? Parce que le reportage explique à peu près tout. Puis après ça, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est bien intéressant. C'est l'IA à l'école. Ils ont fait un sondage là-dessus. Toutes les écoles. Ils ont fait... ils vont en parler tantôt. Là, je l'avais pris en note. Là. Ils ont questionné 600 étudiants de différents niveaux. À peu près à tous les niveaux. Universitaires, des étudiants de 16 ans et plus, sur leur utilisation de l'AI. Mm-hmm. Et là, ils ont fait ils analysent ça par la suite. Ça fait qu'on écoute le reportage de Radio-Canada. Oui. Bonjour, ici Mathieu Bellumeur, bienvenue au Radio-Journal. Un sondage commandé par Radio-Canada. Lui, on dirait de l'AI. Matt Bellum. Ça, ce genre de journaliste qui lit une nouvelle comme en 1970, je comprends pas c'est quoi l'histoire. Oui, mais moi, ça me rappelle le passé. Arrête. OK. Ça doit être un jeune. C'est sûr que c'est un gars de 35 ans. Mathieu Bellumeur, je pense qu'il n'est pas très vieux, Mathieu Bellumeur. Non? Non, je pense pas. Je sais pas. Là. Pourquoi tu le connais? Pas. C'est quoi l'histoire? Ah, je le connais pas. C'est parce que... je le connais pas. C'est-à-dire que moi, j'écoute Radio-Canada. Ça fait que je l'entends souvent. Mais dans ma tête, à moi, je me dis que c'est un jeune. Là, ça doit être, comme tu dis. Là, j'ai l'impression d'entendre les nouvelles quand j'étais petit cul puis qu'on écoutait ça chez nos parents parce que la radio était toujours ouverte à OAM.
C'est les nouvelles de Télémédia à moins quart. Là. Il y avait Alain Gravel, il y avait un paquet de monde. Bon, bienvenue pour les... voilà, c'est les nouvelles de Télémédia. Il est 13h45. Là, ça partait, puis il y avait tout le même ton. Peu importe qui était là, ils parlaient tous pareil. Donc, ça fait très AI. Aujourd'hui, c'est beau, ça. Je viens de voir une photo de Mathieu. Là. Mathieu, s'il a 40 ans, c'est juste. Là. Je pense pas qu'il a 40 ans. Oui. Donc, excusez-moi, on recommence. Bonjour, ici Mathieu Bellumeur, bienvenue au Radio Journal. Un sondage commandé par Radio-Canada révèle ce matin que 3 ans après la démocratisation de l'intelligence artificielle générative, cet outil séduit de plus en plus les étudiants du Québec. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Donc, selon cette enquête, les 3/4 des jeunes de plus de 16 ans l'utilisent maintenant dans un cadre académique. Oui, que ce soit au secondaire, au cégep ou encore à l'université, partout dans les classes, Mathieu, chez les étudiants, il y a vraiment de l'engouement pour l'intelligence artificielle. Selon le sondage qui a été réalisé auprès de 600 jeunes de plus de 16 ans à travers le Québec, il y a 3 étudiants sur 4 qui ont recours à l'intelligence artificielle pour faire des travaux, pour réussir leur formation académique. Le sondage nous apprend également qu'il y a le tiers des étudiants qui utilisent l'IA pour faire certains travaux, même quand ils ont des consignes de leurs professeurs qui leur interdisent de le faire. On écoute quelques étudiants. C'est vraiment un bon outil. ChatGPT m'a aidé dans des moments durs, dans des moments difficiles. Moi, j'aime ça l'utiliser comme un outil supplémentaire, mais pas comme une base, parce que je suis à l'école pour apprendre. C'est sûr que les risques, c'est qu'on développe plus notre pensée critique. On est trop paresseux. Si des fois, j'ai pas le temps d'écrire un long texte, l'intelligence artificielle le fait pour moi. Et c'est à l'université que l'utilisation de l'intelligence artificielle est la plus répandue. Il y a 70 % des étudiants qui l'emploient régulièrement. Il y a seulement 1 %, Mathieu, qui ne l'utilisent jamais. Il y a une certaine inquiétude quand même à voir ces résultats de ce sondage dans le milieu de l'éducation. Oui, d'autant plus qu'il y a 32 % des étudiants qui ont été sondés et qui affirment qu'à l'heure actuelle, ils ne seraient plus capables de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. On écoute le président de la Fédération nationale des enseignants-enseignantes du Québec, Benoît Lacourcière, suivi de la professeure et spécialiste du plagiat, Martine Peters. Il faut intervenir. C'est dangereux ce qui se passe sur l'aspect de l'intégrité académique, de la valeur des diplômes, de l'apprentissage. On va potentiellement développer des accros de l'IA. Et c'est la raison pour laquelle notre système doit absolument être changé. Et des accros à l'intelligence artificielle, il y en a. Selon le sondage, il y a 5 % des répondants, des étudiants sondés, qui estiment qu'ils ne sont plus capables de se passer de l'intelligence artificielle. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe. Non, mais je voulais qu'on je vois le reportage au complet parce que je voulais que vous ayez toutes les données à peu près. Oui, c'est très drôle. On n'est pas en train de se poser des questions, c'est quoi... Ça va faire quoi au niveau de l'emploi? Ça va faire quoi dans tel ou tel domaine? C'est quel qui va être le plus touché? Est-ce que les villes, les gouvernements vont s'en servir, etc.? On est en train de quasiment faire peur aux jeunes. Et les jeunes, ils auront à dealer avec ça. Là. Ils auront à dealer avec ça. Comment tu peux être accro à l'AI? C'est quoi l'histoire d'être accro à l'AI? Là? Moi, j'utilise l'AI maintenant. Mais bon, ma manière de fonctionner, elle a vraiment changé à cause de l'AI. Pour le meilleur, là. Ce côté-là, pour moi, est très bon. L'autre côté, à savoir, est-ce qu'on va se ramasser avec 15 millions de personnes dans les 2 prochaines années qui vont perdre leur job à cause de l'AI? Ça, c'est une autre histoire. Mais dans mon fact-checking, ce n'est que positif, l'AI. Non, tu as raison que dans le fact-checking, c'est très, très important. On l'utilise quasiment à tous les jours. Mais moi, je vois ça dans le cadre d'un apprentissage. Tu sais, quand le Flo, il dit, quand je n'ai pas le temps d'écrire un texte, je demande à l'AI, puis il le fait pour moi, là. Oui, mais là, c'est parce que tu es dans un cadre d'apprentissage. Moi, je trouve qu'il y a oui, ça, c'est sûr. Il y a quand même un petit danger là-dedans. Donc, de voir ce que Jerry en pense. Oh. OK. Ah, ben, c'est ça. On l'a eu. Jerry en contexte. Non, regarde. Regarde ce qui se passe. Là. Aux États-Unis, là, présentement, là, t'as le département des transports américains, puis je lisais un texte là-dessus. Là. Quand même, un gros département, là, le département des transports. Là. Eux autres, faut qu'ils rédigent, ils utilisent l'AI pour rédiger des textes, puis rédiger, autrement dit, des avis juridiques, puis des affaires de même. Ils se servent de l'AI. Ce que l'AI fait en 10 minutes, ça prenait 1 an. Donc, quand ils voulaient faire un changement avec des conseillers juridiques, puis toute la patente, puis vérifier toutes les histoires, bâtir des nouveaux textes pour de règlements ou une affaire spéciale, là. Des fois, ça prenait jusqu'à 1 an. Aujourd'hui, ils le font en 10 minutes. Donc, 10 minutes, le texte est sorti. Après ça, ils prennent les conseillers juridiques, ils embarquent dessus le texte
Et en dedans d'une semaine, tout est fait. Oui, mais ça c'est Ce que je veux dire, c'est qu'on est, c'est comme dans un nouveau monde. Oui. Donc, ce que tu viens de me dire là, c'est très positif. Oui, ça, je trouve ça positif. Mais je comprends le point de Mr. White que dans l'apprentissage, tout en ayant les eyes on the side comme outil, je pense qu'il y a une jeune femme qui le dit, c'est une bonne affaire. Mais tu sais-tu quoi? La réalité, je ne sais pas comment dire, mais la réalité, c'est que dans le domaine, tu sais, moi je veux dire, je connais des gens dans mon entourage très, très, très proche que leur bureau professionnel pour lequel la personne que je connais travaille, tu sais, les plus jeunes, bon, ils baragouinent l'anglais, baragouinent le français, ni un ni l'autre est parlé comme du monde, puis ni un ni l'autre est écrit comme du monde. Ça, c'est un problème, c'est vrai. Donc, quand ils arrivent, mettons, dans un bureau professionnel où ils ont besoin de s'adresser à des clients de manière professionnelle, ben c'est déjà utilisé depuis une couple d'années. C'est-à-dire que la personne écrit. On sait qu'elle écrit mal. Ils écrivent mal. Ils ont écrit mal que leur vie quand leurs amis, puis à l'école, c'était jamais yob-yob, puis on ne les a jamais poussés à être meilleurs. Donc là, les boss, ils se disent, voyons, Chris, je ne peux pas envoyer des emails de même de mes employés à mes clients. Ils vont penser qu'on a un bureau. Même aux manuscrits, ils ont de la misère à écrire. Manuscrits avec un crayon. Donc, ils ont des outils où ils écrivent le patente, puis l'AI fait le texte, puis quand c'est parti pour le client, c'est comme si, mettons, la top personne qui avait eu des cours de français dans l'école. Tu sais, on parlait des sœurs dans le temps, les écoles où il y avait des sœurs, les gens qui sortaient de ces écoles-là, il y avait un français impeccable. Là, aujourd'hui, ces gens-là, qui ont un français de marde quand ils écrivent, ils sont sauvés par les AI. Puis pour le bureau, c'est une sécurité dans le sens que le client est content parce que le client lui reçoit ça. Il dit, le bureau de comptable, sur sa coche, c'est clean, c'est propre, c'est parfait. Mais c'est les AI. C'est ça, oui. Ils vont, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont avoir affaire à les utiliser pareil. Puis, oui, les gens vont devenir plus lâches, incluant les jeunes dans leur formation. Tu sais, rappelez-vous, dans notre temps, nous autres, c'était les calculatrices. Nous autres, on a vécu l'arrivée des calculatrices à l'école. On a vécu ça. Oui, je m'en rappelle. Oui, c'est ça. Il y avait... Oui, c'est carrément ça. Là. Ben, tu sais, calcul, mettons, prenez vos oncles, vos tantes. Je sais que c'est pas tout le monde là, qui ont 75 ans, 85 qui sont allés à l'école bien longtemps dans le temps. Là. Mais ceux qui ont fait un peu d'école classique, ces affaires-là, qui sont vraiment ces profs. Les tables, là, ils connaissaient sur le bout de leurs doigts. Là. Oui, ils connaissaient les tables. Tu lui demandais des affaires des fois. Et sur un papier, tu pouvais faire une multiplication, mettons, 32 fois 256, écrit sur un papier. Là. Oui. Donc, tu as des retenues, tu retiens des... Puis là, tu fais ton calcul manuel. On l'a appris, Jerry. On l'a appris. Nous, on était dans la transition. Oui. Tu sais, on a, 4 fois 72 ou 13 fois 72. On faisait 72 en haut, 13 en dessous. Ah oui, c'est ça. On retient 3 fois 2, 3 fois 7, je retiens. On a tout fait ça, là. Oh, oui. Ben, sérieusement, aujourd'hui, je suis obligé de te dire. Aujourd'hui, c'est pas sûr qu'ils sont capables de le faire. Non, mais moi, je vois ça comme une affaire de débrouillardise. C'est que là, tu vas prendre quelqu'un là, qui sort de l'université, là, puis là, mettons, dans 4-5 ans, là, puis là, tu vas y enlever, là, tu vas dire, bon, il n'y a pas besoin d'y enlever, l'intelligence artificielle est là, puis elle ne disparaîtra pas. Je comprends, là. Mais admettons que tu y enlèves l'intelligence artificielle, puis là, mais là, il est-tu fonctionnel? Il est-tu capable d'écrire un email? Je sais qu'on parle du coco, puis quand on parle de chiffres, mettons, on est sur les maths. On peut être sur le français. C'est sûr qu'à la base, on devrait tous savoir, parce que les maths, entre autres, ça te permet de développer ta grille d'analyse pour être capable d'analyser non pas juste un problème mathématique, mais quelque chose qui t'est présenté devant toi pour que dans ta tête, tout soit dans le bon ordre, pour que tu sois capable de... Je comprends ça. Mais c'est un peu comme si tu me dis, tu sais, moi, mes ancêtres, c'était des bûcherons. OK, la famille Filion, mon grand-père, Ludger, c'est un bûcheron. Les plus vieux frères, c'est des bûcherons. Ils ont fait... il y avait des chevaux, puis ça transportait des pitounes. On avait Comment Boulot, s'appelait entre autres, le cheval? Boulot. C'était Boulot. OK. Ah oui. Donc, ça a été pour la famille de mon père, ça a été...
C'est la famille de mon père est tenue on était capable de se payer des affaires parce que c'était des gars qui travaillaient dans le bois. Donc, j'en ai encore dans ma famille qui sont des bûcherons. J'ai encore mon cousin Luc Filion, qui est un gros boss de gros village dans le bois où il gère beaucoup, beaucoup de monde. Les Filions, c'est des gars de bois, là, à la base. Mais tu sais, quand eux autres étaient là, quand ils ont fait la fameuse route, le bout du parc, là, ils appelaient ça, dans le temps, ils l'appelaient la côte des Filions, parce que c'est comme un faux plat sur 3000. Les autres, ils l'ont tout défriché, ça. Ben, Chris, il y avait un cheval, puis des scies, puis c'était basic, là. Et par après, est arrivé les meilleurs scies, par après, est arrivé des scies mécaniques, puis après ça, est arrivé des camions, des genres de tracteurs, où pogne l'arbre, envoyez toutes les branches, coupe en morceaux, merci, bonsoir, il est quasiment mis encore d'un côté de l'autre. On ne retournerait pas au CIOT, là. Non, tu as raison. Tu peux pas être contre l'avancée technologique. L'avancée technologique est là, puis en réalité, ça nous facilite la vie quelque part. Tu sais, regarde, moi, je regarde mes enfants. Mes enfants, bon, ils ont été élevés dans un contexte différent peut-être de la moyenne. Ils ont été élevés plus en anglais qu'en français. Mais ils ont fait le primaire en anglais, ils ont fait le secondaire au SSF en français. Puis ma fille a fini en anglais son secondaire. Puis mon autre est allé à St. Lawrence. Donc, ils ont un mélange des deux. Donc, c'est idéal et pas idéal parce qu'ils écrivent beaucoup mieux en anglais qu'ils écrivent en français. OK? Donc, tu sais, je pourrais dire, ouais, ça, j'aurais aimé ça qu'il y ait un peu plus d'emphase sur le français. Mais quand je parle avec eux autres, sur un paquet d'affaires, peu importe leur spécialité, il y en a une qui est en comptabilité, l'autre est dans l'enseignement de plein d'affaires. Puis on parle général. Sérieusement, comparativement de quoi on jasait quand nous, on avait 21, 22, 23, 24 ans, ils sont à des années-lumière de nous autres. Oh oui, ça, t'as raison là-dessus. Oui, il y a des affaires que des fois, pour nous autres, on trouve ça comme ouais, ils n'ont peut-être pas ça autant développé, ils n'ont peut-être pas ça. Mais généralement, dans le monde dans lequel ils sont, où il y a des désavantages, c'est clair, mais Chris, ils ont une connaissance générale sur une tonne d'affaires. Ouais. Puis des fois, je me compare, je me dis, hey, excuse-moi, à 20 ans, là, je ne connaissais rien. Comparativement aux nôtres, là, ils sont tout partout. Je ne sais pas si tous les enfants, mais je parle des miens, je ne connais pas tout le monde. Là. Mais je pense que généralement, c'est. Quand on regarde au bout de la patente, ils sont en avant de nous autres. C'est sûr qu'il y a des affaires qui ont changé par rapport à ce que. Dans le monde dans lequel ils sont par rapport aux nôtres. Puis qu'on avait des meilleures affaires. Ça, c'est clair. Mais généralement, je ne sais pas, tes enfants sont un peu plus vieux que moi, Jerry, mais ils sont complètement ailleurs par rapport à nous autres. Les enfants de Jerry, j'ai rencontrés, puis ils sont très actuels. C'est sûr qu'ils sont très actuels. Début trentaine. C'est-à-dire, ils font leur âge. C'est-à-dire, ils n'ont pas. Ils n'ont pas le câble. Mais, non, ils n'ont pas le câble, mais c'est-à-dire, ils ont. Est-ce que, mettons, je ne sais pas, moi. Est-ce que, mettons, ma fille. Es-tu une meilleure pharmacienne que le bonhomme qu'elle a remplacé qui a pris sa retraite? Ou est égale? Ou. Je peux pas te le dire. C'est dans le sens que. Moi, je pense que. Il y avait peut-être. Je peux te dire une chose, les enfants de Jerry sont très allumés. Moi, je pense que oui, Jerry. Je parle de la capacité, le potentiel. Le bonhomme qui était là, pharmacien avant, mais lui, il était pharmacien avec ce qu'il a appris quand il était à l'école. Puis tout. C'est ça. Exact. Est-ce qu'il est moins bon que ma fille? Je peux pas te le dire. C'est ça l'histoire aussi. Là. Non, mais tu sais, moi, je parlais de culture générale, de connaissance générale. Ouais. C'est sûr qu'ils ne sont pas capables de partir la tondeuse. Ils ne sont pas capables de. Les affaires sont zéro, c'est sûr. C'est vrai. Les affaires sont zéro. Oui, mais ça revient à ce que je disais tantôt. C'est comme une débrouillardise générale. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'es pas capable de partir une tondeuse, que tu n'es pas débrouillard dans d'autres choses. Les autres, ils vont nous devancer dans bien d'autres Monter choses. un meuble Ikea, c'est une fin de semaine. Puis ça se peut que ça se peut que c'était une chaise puis ça finit par une table. Mais sur bien des affaires, sont des kilomètres en avant de nous autres. Exact. C'est ça. C'est le même pour voir ça. Ça va avec l'époque, c'est sûr qu'on fasse. Ouais. On peut-tu écouter une minute? Il me reste une minute. J'avais une autre minute qui va vous donner des compléments d'information par rapport à... Puis Radio-Canada, c'est une bonne chose qu'ils ont fait ça. Radio-Canada, s'ils feraient toujours des affaires de même, on ne crierait pas après les autres. C'est quand même une bonne affaire de faire ça.
avec la firme Somme, on a posé une trentaine de questions à plus de 600 étudiants québécois âgés de 16 ans et plus. Donc, ça va du secondaire à l'université et on a vraiment un vrai portrait, des vrais chiffres, une bonne idée là, de l'utilisation qu'en font les jeunes. Les usages les plus fréquents, selon le sondage, c'est de rechercher des informations et des sources, trouver des idées et se faire inspirer une structure de texte ou des arguments, par exemple, pour réviser des textes, les améliorer, ou sinon même pour aider dans l'étude pour des examens. Les gens vont donc créer des examens de pratique, échanger avec le robot de cette manière-là. Ça, c'est peut-être les utilisations qui sont les moins controversées de ces outils, mais il y en a qui sont, je le disais, plus discutables. Oui, c'est là où ça se corse. Hein? Donc, 32 des étudiants qui utilisent l'IA lui demandent de faire des résumés de textes qu'ils n'ont pas lus. La même proportion lui confie la rédaction partielle ou totale de certains de leurs travaux. C'est le tiers, là. C'est le tiers de ceux qui l'utilisent. Sinon, sur l'ensemble des étudiants, donc ceux qui l'utilisent ou pas, là, on parle encore à peu près du tiers, 31 qui reconnaissent utiliser l'IA de manière interdite ou contraire au règlement. Donc, c'est quand même minoritaire, mais significatif. Ouais, OK. Mais ça va être ça dans leur vie, pareil. Moi, je le fais, ça. Parce que lui, il trouve grave. Moi, je le fais. Je vais te donner un exemple, OK? Le discours de Mark Carney. J'ai trop d'affaires qui m'intéressent. Je vais lire sur la F1, c'est le nouveau testing. C'est pas du testing officiel, mais c'est les nouvelles voitures avec une nouvelle génération, nouveaux moteurs, etc. Donc, j'ai besoin d'avoir une demi-heure, 3/4 d'heure par jour pour lire qu'est-ce qui s'est passé au cours de la journée, puis avoir tous les potins. Donc, après ça, j'ai d'autres choses dans le sport. Je veux lire sur le Canadien, Donc, tu sais, au lieu de passer 2 heures à lire un long discours, 1h15, mettons, je sais pas combien de temps ça durait, j'ai demandé à l'AI. Puis, je regarde, résume-moi donc le discours de Mark Carney. Puis, il me l'a fait. Ben oui, c'est ça. T'as raison. Okay. Bon, ouais. Des fois, il y a des jugements là, qu'on a besoin de savoir c'est quoi patente. T'sais. Moi, je lire un jugement, ça m'énerve-tu, moi? C'est lire une patente là, un peu complexe. Ah non, je demande à l'AI. Donc, ça me prend 5 minutes à lire. L'AI, ça a pris 45 secondes de le faire. Ça m'a pris 5 minutes de lire. Donc, pendant que quand j'ai fini ce 5 minutes-là, j'ai tout le résumé, je suis correct, ben, je suis en train de lire d'autres choses. Donc, au lieu d'avoir un sujet ou 2 sujets à lire sur 1h30, j'en ai lu 35. Qu'est-ce qui est mieux à la fin? Moi, j'aime mieux 35 sujets. J'aime mieux avoir... j'ai pas besoin de lire en détail si la patente du discours a pu finir. J'ai pas besoin. Le résumé est parfait. Non, mais moi, je pense que ce que tu dis est tout vrai. Je pense que l'affaire, moi, c'est dans un contexte d'apprentissage. Par la suite, après que comment tu l'utilises après. Tu sais, en apprentissage, tu vas demander à l'AI de résumer un texte que tu n'as pas lu. Tu sais, dans un cadre d'apprentissage. Ça, je me dis... Moi, je mets... Oui, puis je comprends c'est quoi le but. Le but, c'est que, justement, tu sois capable de t'exprimer par écrit, puis... c'est d'apprendre dans un texte, mettons un texte de 5 pages, de dire, es-tu capable de me résumer ça? Mettons, tu n'utilises pas les AI, là, tu dis, toi, personnellement, es-tu capable de le résumer en un paragraphe pour sortir les grandes lignes? Si on se dit que c'est plus important de savoir faire ça, moi, je suis correct avec ça, là. Mais est-ce que c'est important de savoir faire ça, personnellement? Ben, moi, je me pose la question. Moi, je pense que c'est important. Puis je pense que dans l'apprentissage, c'est quelque chose qui devrait rester, mais ça va être de plus en plus difficile à le faire. Mais allons-y d'un autre bord. Tu sais, regarde, moi, je n'étais pas bon là-dedans. Moi, j'étais plus un gars de maths, mais un gars de sciences. Okay? Merci à Gilbert. Français, puis toutes ces affaires-là, le par cœur, tout le par cœur en géographie, en tout ce qu'il y avait du par cœur, j'étais pourri. Français, j'étais pourri. Par contre, tout ce qu'il y avait de physique, chimie, il y a beaucoup de par cœur aussi à travers, là, pour le tableau, puis toutes les affaires. Mais je veux dire, dans la pratique, j'aimais ça. Les maths, c'était mon dada. La physique, c'était merveilleux. Ben, excuse-moi, pour moi, là, les AI qui vont me faire un résumé de texte, pour moi, c'est. Moi, même si tu me fais pratiquer, même si tu me fais lire, bonheur d'occasion 25 fois. Puis que tu me demandes après ça 50 textes de 5 pages, je ne serai jamais bon. Je ne serai jamais bon là-dedans. Bon. Il y en a qui sont extraordinaires, mais ils sont incroyables là-dedans. Tu regardes en maths, ils sont toujours en train de se battre pour essayer d'avoir le minimum pour passer. Ils ne sont pas moins intelligents, là. Ils sont pas plus bright, ils ne sont pas moins intelligents. C'est ça, l'intelligence, c'est quelque chose de vaste, là.
Oui. Puis on est bon. On peut pas tous être bons dans tout. L'AI va permettre à ceux qui sont pas bons en maths d'être bons en maths. Oh ouais. Ceux qui sont mauvais dans leur langue vont être meilleurs dans leur langue grâce à l'AI. Tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe avec l'AI. L'AI, c'est freakant sur un paquet d'affaires, sérieusement. Freakant. Mais il y a énormément de choses là-dedans qui sont excellentes. Oh ouais. C'est la fin de tout ça. C'est où on va se rendre? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'un jour, on va regretter d'avoir mis les deux mains là-dedans? Ça se peut. Ça se peut qu'on regrette d'avoir été loin là-dedans. Ça se peut, là. C'est quand tu commences à lire que l'AI apprend tellement vite qu'il commence à avoir des feelings, ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça beaucoup. Ça se peut que ton robot que tu as chez vous, ça se peut qu'il commence à te regarder bizarre. Exact. Ça Next fait sujet. 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui. C'est quoi que tu as dit, Jeff? Je n'avais pas compris. Ça fait comme dans 2001, l'Odyssée de L'Odyssée de l'espace. l'espace, c'est ça. C'est ça s'appelle HAL. Oui. L'ordinateur de bord de la fusée. C'est lui qui décide. À un moment donné, HAL, c'est lui qui décide. C'est lui qui prend le contrôle. Hey, Lui qui prend le contrôle. C'était un peu à l'avance, hein? Ben oui, c'est à l'avance. C'est visionnaire. Visionnaire, pas pire, là. Ben oui. C'est le robot. C'est le robot qui sera. C'est le robot qui décide qui décide des choses. Là, tu dis non, fais pas ça. Le robot t'envoie chier. C'est lui qui décide. C'est lui qui mène. Il y a des affaires de même, hein, quand tu dis tabarnache. Tu sais, moi, j'étais un maniaque de Cosmos 1999. Puis, c'est des iPhones qui ont des mains. Oui, c'est ça. Il se parle avec une caméra, là. Tu sais, il n'est pas la même forme. Il était comme plus long et comme. c'est comme un bloc. Mais c'est drôle parce que le iPhone, il est comme plus poussé que ça. Oui, exact. mais c'était, quand tu regardes, c'était le premier iPhone, il est dans Cosmos 1999. Oh. C'est 6 ans plus tard c'est 7 ans plus tard que l'iPhone. Je comprends que la série était tournée fin 70 et début 80, là. Mais c'était quand même assez visionnaire. Partie numéro 2 du lab de Mr. White. Après le break, OK? Stand by. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Tel que promis, deuxième partie du lab de Mr. White. On y va, on jase. Ah oui. Ton ex-audio, je vois le nom. Ouais, je pense que j'ai vu des bouts de ça. En fait, j'ai vu l'image. J'ai pas entendu. Mais qu'est-ce que j'en ai d'entendre des actrices, puis des chanteurs, puis des patents? Ça m'énerve. Juste pour vous dire que 2001, Odyssée de l'espace, c'est sorti en 68. 1968. Je pense à ça. Parce que c'était 2001, c'est dans le futur. Là. Oui. Là, c'était sorti en 68. Fait que dans le prochain audio, mais là, j'ai une bataille de filles à t'offrir. OK? Pour la première partie, on va écouter Nathalie Portman, la princesse. C'est-tu Amadella qu'elle s'appelait? La princesse sublime dans Star Wars. C'est tellement belle. Mais moi, je me concentre sur les actrices. Là, c'est ce qu'ils font après. J'essaie de l'oublier. Mais elle, dans la vraie vie, ça s'est passé peut-être, là, je sais pas, 2-3 semaines, où qu'elle a pété sa coche, là, elle s'est mise à broyer. Le festival de films, là, avec ce qui se passait au Minnesota, puis tout ça. Là. Mais quand la fille elle a été tuée. Pourquoi ils sont tous fous de même? Ouais. Mais on va écouter son 30 secondes où ce que là a fait un... OK. Et était en pleurs. OK, excusez, je vais recommencer. We're at, unfortunately, a horrific moment in our country with the federal government attacking civilians in our own cities. I'm so lucky to be here in a joyful, creative community celebrating a movie we're really proud of, but it's impossible to ignore what ICE is doing to our country, and I'm very inspired, though, by all of the amazing, amazing Americans who are coming out and supporting each other and being there in community. It's beautiful. Ah, n'importe quoi. Et là, le plan là-dedans, là, la game, c'est faut faire semblant, faut répéter. C'est comme si,
Puis beaucoup de gens le pensent. Je sais qu'en Europe, il y a eu des gens qui ont été obligés de spécifier. Non, ICE existait bien avant. Là. Ça existait même avec Obama. Là. Donc, ils ont essayé de créer, je dirais, le narratif comme de quoi que ICE a été inventé par Trump. ICE est là depuis toujours. Là. Non, il est là depuis un bout. ICE est là depuis toujours. J'en ai un au bout de la rue là-bas qui travaille pour ICE. Ah oui? OK. Oui, j'en ai un au bout de la rue là-bas. Là. Et des fois, je le vois partir avec son kit. Je le vois partir. Pas avec le kit. Ils sont déjà équipés, ils ont les patentes, ils sont habillés. Là, ils ne s'habillent pas. Là, non. Quand tu pars travailler, tu es habillé en ICE. Ça existe depuis. Puis lui, il est là depuis quoi? Depuis 4-5 ans. Ça existe depuis toujours, ICE. C'est pas arrivé cette année. Là. Ben non. Puis des gens déportés illégaux, ça non plus, c'est pas le dada de Trump. Trump, là-dedans, c'est le moins bon de la gang, il faut le dire. Là. Il a sécurisé la frontière, mais dans le nombre de gens qui sont déportés, à date, Trump, c'est le moins bon si on compare avec Clinton, avec Obama, avec, je n'ai pas les chiffres pour George W. Bush, mais j'imagine qu'on est dans les mêmes eaux. À date, Trump, c'est le moins bon. Là. Donc, il était où ces gens-là sous Clinton? Je comprends que Nathalie Portman, c'est un petit bébé. Mais les autres plus vieux, là, qui sont au bout de leur chaîne, vous étiez où dans ce temps-là? Quand Obama, quand lui, il le faisait, puis on a toutes les vidéos où Obama le dit. Non, vous n'avez pas d'affaire ici. OK? Si on vous pogne, on vous met dehors. Puis l'autre, Hillary Clinton a dit, même si vous avez des enfants, c'est pas parce que vous avez des enfants que ça vous protège puis ça vous rend légaux, là, légal. Vous n'êtes pas légal. On vous prend, on vous déporte. Mais c'est quoi la différence? Et ICE, c'est partout. Pourquoi c'est juste au Minnesota? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le problème, beaucoup de gens pensent que ça a un lien avec la méga fraude somalienne. Et il y aurait une autre fraude en passant avec Medicare qui serait sur le point d'éclater, où on se rend compte qu'il y a de la fraude pour le financement des hôpitaux. Parce que vous savez qu'à 65 ans, les Américains ont le même système de santé que nous avons, c'est-à-dire universel pour tout le monde. Vous avez payé des impôts toute votre vie. À 65 ans, vous n'avez plus besoin d'avoir votre assurance privée ou l'assurance de votre employeur. Vous êtes sur une assurance qui est payée par le fédéral. Et ça aussi, il y aurait de la fraude. Donc, c'est un État frauduleux, le Minnesota. Et pour plusieurs, c'est comme un moyen de détourner l'attention. Mais c'est dur à comprendre. Comment ça se fait que ICE intervient partout aux États-Unis? Surtout dans des États où il y a beaucoup d'illégaux qui sont en train d'être déportés, où il n'y a pas de problème. C'est elle la vraie question. Donc, c'est quoi cette histoire-là de Portman? J'ai hâte d'entendre la réponse de Megyn Kelly là-dessus. Juste pour donner un petit complément d'information, peut-être que tu l'as dit, puis je ne m'en rappelle pas, là, mais ICE ça a été instauré en mars 2003, suite aux attaques du 11 septembre. OK. Ah. Ouais. Donc, suite aux attaques du 11 septembre, ils ont instauré ça, c'est le US Immigration and Custom Enforcement, ICE. Parce que les 11 septembre, là, c'est une affaire d'immigrants aussi. Là. Oui. Il essayait de voir est-ce que... Il voulait retrouver les bizarres dans la société aux États-Unis. C'est que 2003, on est en 2026. Là. Il n'y avait pas de... Nathalie Portman ne broyait pas bien. Non. 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 C'est spécial, pareil. Et là, Megyn Kelly, cette semaine, OK? Puis là, j'ai vérifié après si c'était pas de l'AI. Non, ça, je l'ai pogné. Ça, c'est un genre d'affaire qu'on s'entend, Jeff, qu'on ne peut pas entendre au Québec. T'imagines au Québec, une femme qui ramasse une autre femme de même à cause de différences idéologiques? Là? Ça existe. Hein? Ça existe, mais peut-être pas... Oui, ça existe. Ben oui. Okay. Mettons, tu prends... je comprends qu'elle est vieille, là, mais tu prends Jeannette Bertrand, qui a toujours été pour la cause des femmes toute sa vie, puis qui dit que la porte-parole de Donald Trump, c'est une playboy, c'est une playmate. C'est ça, c'est playmate. C'est la playmate à Trump. Ouais. Je comprends. Quand ça se passe loin, quand c'est quelqu'un de droite qui n'aime pas, la liberté au Québec, elle est totale. C'est vrai, tu as raison. Mais dans ce cas-là, Megyn Kelly... C'est quelqu'un de droite qui bitch quelqu'un de gauche et du milieu hollywoodien. Ça, chez nous, ça se peut pas. Ça, chez nous, mettons que nous, on pourrait pas faire ça sur une actrice de Montréal. Non, impossible. Non.
Puis là, Megyn Kelly, elle a fait ça. Elle a son propre podcast, donc elle était tout seule. C'est comme un genre d'éditorial. Et on écoute. Est-ce qu'elle fait ça dans son sous-sol? Je ne sais pas, sais-tu, mais elle a un aussi beau décor que nous autres, je te dirais. On écoute. Candace Owen, je ne sais pas où elle fait ça, mais Candace Owen, cette semaine, il y a eu de la neige où elle était dans le coin de Washington. Hein? Ouais. Puis là, elle a fait un tweet en disant « Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est 30 degrés Fahrenheit dehors et la glace et la neige est toujours là. » OK. Ça et elle a dit en plus que la neige n'est plus pareil comme avant. Que c'est la neige qui était envoyée par la NASA. Ouais. Elle est dans une belle juste pour zone, dire, parce que les gens dont on fonctionne, notre génération, on a appris les deux, mais pour beaucoup de monde, il y en a qui ne le savent pas, mais Candace Owen est en train de faire une folle d'elle, c'est que pour fondre, il faut que ça soit 32 degrés. C'est 32 degrés, le taux de congélation. Le 0 degré Celsius, c'est 32 Fahrenheit. C'est 32. Elle dit, c'est 30 degrés, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui arrive? On doit dire qu'il y avait une conspiration faite par les gouvernements. C'est une genre de neige qui n'est pas pareille, une glace qui n'est pas pareille. Donc, c'est pas pour rien qu'elle ne fond pas, parce que c'est 30 degrés. Puis elle dit, ça ne fond toujours pas. Candace Owen est complètement folle. Mais écoutons Megyn Kelly. Écoutons Megyn. We don't give a shit what Natalie Portman thinks or doesn't think about this. I'm just showing you her fake fucking tears. I mean, like, where were her tears for Laken Riley? I don't remember her tearful video over Jocelyn Nagare down in Texas. Did you cry for her? You rich bitch who's protected by guards and fences and multi-million-dollar estates from having to deal with anything like what these Border Patrol agents are going through or these ICE agents are going through in order to protect people who don't have your money and means and resources. Tell it to Jocelyn's mother as you cry while these guys are trying to deport molesters of children. You fucking idiot, know-nothing Hollywood starlet. 2000% vrai. La majorité de ces gens-là, d'abord, c'est des gens qui avec des larmes de plastique. C'est des comédiens. Okay? Des comédiens. Ils peuvent pleurer sur demande. Là. Ils peuvent pleurer sur demande. Oui, vivent dans le luxe, vivent en arrière de grosses mansions avec des grosses gates. Et c'est surtout, habituellement, majoritairement, vraiment une gang d'idiots, là, comme elle dit. Vraiment, vraiment, vraiment. Et le fond, plusieurs se posent la question. Où est ces gens-là qui sont comme virés à l'envers? Mais comment se fait-il qu'on ne vous a jamais entendu, effectivement, sur la liste longue des victimes qui existent? Puis qui est facile à trouver. C'est de l'outrage sélectif. Là. Donc, des gens qui ont été tués par des politiques de frontières ouvertes où on a amené pas juste aux États-Unis, c'est arrivé en Suède, c'est arrivé dans plein de pays d'Europe, où on a amené, avec cette politique-là qui est voulue, là, on a amené les pires criminels de pays de cul. Et ces criminels-là, des violeurs, des tueurs, des membres de gangs de rue, de M13, je ne sais pas trop quoi, MS-13, d'autres cartels, ou etc. Et ces gens-là arrivent, d'abord, ont violé beaucoup de femmes. Je ne sais pas pourquoi, il y a des cultures où violer une femme, c'est comme manger un sandwich. Violer des femmes, tuer des femmes. Tuer les femmes. Et on n'a jamais entendu ces bitches-là brailler sur ces personnes-là. La liste... comment il s'appelle le gars de Fox? Gutfeld, c'est ça? Il l'a fait. Il a fait une liste. Il l'a fait, je pense, hier ou avant-hier. C'est ça. Comme tu dis, c'est de la peupaine, mais juste d'un bord. L'outrage sélectif. Exact. Toi, on t'a déjà parlé, moi et Jerry, de Michel Onfray. Michel Onfray, c'est un commentateur. Ben, il est rendu commentateur en France, mais c'est un gauchiste, lui. Lui, il se déclare gauchiste. C'est un grand gauchiste, hein, Jerry? C'est un gars de gauche. Et il était en podcast avec Stéphane Bureau. J'ai pogné ce petit bout-là. Philosophe, c'est un gars qui écrit beaucoup de livres. C'est un gars qui est millionnaire en vendant des livres. Là. Mais ça, Jeff, c'est un type de gauchiste qui est, je te dirais, très logique. Puis quand on l'écoute, des fois, il sort des affaires, puis c'est dur d'être à l'encontre de ça, même si nous autres, on n'est pas tellement à gauche. C'est comme j'ai la gauche. J'ai aucun problème d'avoir des gens de gauche qui sont logiques. Mais ce qui me dérange, c'est les gens de gauche qui n'ont pas d'argument. C'est ça. Ah non, lui faites-vous-en pas. C'est quelqu'un qui fait une entrevue avec lui, il faut qu'il s'aille préparer. Là. Fait qu'on l'écoute, il parlait de l'intelligence et l'école avec Stéphane Bureau.
L'intelligence, si vous ne vous en servez pas, d'abord, si vous ne la permettez pas, elle n'a pas lieu. Et aujourd'hui, on ne la permet pas. L'école ne permet pas l'émergence de l'intelligence. L'école, elle est un instrument d'idéologie. Et les enfants savent qu'il faut trier les poubelles, qu'il faut faire attention à la planète, qu'il faut faire attention à sa trace carbone, qu'il faut accueillir tous les étrangers du monde entier chez soi, etc. Ils apprennent tout ça. J'aime beaucoup le réquisitoire que vous faites de l'école et qui correspond d'ailleurs à... Non, mais j'ai des petits-enfants. Je parle d'expérience. Mais... Je parle d'expérience, hélas. J'aimerais me tromper. 400% dans Bullseye, man. Tu sais, le bureau a essayé un peu de dire ouais, là, peut-être que vous exagérez. Non, il dit j'ai des petits-enfants, là. J'invente pas ça. C'est ça. L'école est rendue quasiment 100%, ça. C'est ça. Des signalements virtuels, de vertu, etc. C'est ça à longueur de journée. Les patentes. Il y a doctrine des flots. C'est très triste. Voilà. Mais c'est l'école. C'est ce que c'est. Regarde, on est rendu que l'école polytechnique, c'est la place des ingénieurs. C'est la place où ça devrait être le moins à gauche. Puis, il n'y a plus de viande à l'école. Pas vrai. Il n'y a plus de bœuf à l'école. Il n'y a plus de bœuf. Et ça a été débunké, l'histoire des bœufs. C'est minime, c'est n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous passer de viande rouge. C'est essentiel à votre santé, ça vous prend ça. On vous a fait croire que ce n'était pas le cas. Ça aussi, c'est en train d'être débunké par plusieurs autres études, comme de quoi que la viande rouge est essentielle. Mais écoutez, les ingénieurs, on n'est pas au département de sociologie ou au département de théâtre, là. On est dans la place où ça devrait arriver en dernier, si ça allait arriver. C'est là que c'est arrivé en premier. Et vous, comment on est fucké? Et le pire, c'est qu'il y en a plein qui vont le subir, il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Et savez-vous quoi? Ils vont se fermer à la boîte. Parce qu'ils savent que le lobby gauchiste de ces gens-là est beaucoup trop fort. Donc, ils disent rien. Ils prennent le pack-sac, quittent l'école, ne mangent pas à la cafétéria, puis s'en vont au McDo au bord de la rue. Mais c'est triste, pareil. Très triste. Partie numéro 3. Yes. 3 parties pour le lab de Mr. White. Après le break. Radiopirate.com. Fresh. New revolution. Radiopirate.com. C'est une histoire d'Ozempic, de ce que je peux voir. Ben, on a eu une discussion avec, cette semaine avec Gilles sur l'Ozempic. On a parlé un peu de ça parce que, écoute, c'est quelque chose qui est gros, c'est quelque chose qui est un peu... Il y a comme on peut-tu dire qu'il y a un genre de petite controverse un peu avec ça, parce que là, c'est un genre de... En même temps, c'est une révolution. Une révolution, c'est ça. Fait que il y a un gars qui est c'est à la radio de Cogeco en Outaouais. Il s'appelle Fred Brisson. Puis lui, il est venu parler de son expérience parce que lui, il en prend de l'Ozempic. Mais lui, il ne prend pas de l'Ozempic parce qu'il y avait un surplus de poids. Il n'y avait pas un surplus de poids. Lui, pour le... il va l'expliquer. Par quoi, t'as dit? Le diabète? Il va l'expliquer, OK? Il y a eu une condition médicale, puis il va expliquer comment il en est venu à prendre l'Ozempic, puis il va expliquer ce que l'Ozempic... tu sais, des fois, on parle des effets secondaires puis tout ça. Là. Fait que, tu sais, des fois, on parle de ça, nous autres, puis on n'en prend pas. Moi, j'en connais pas tant de monde qui prennent de l'Ozempic. Je le sais pas, en fait. Puis lui, il en prend. Il a expliqué ça très clairement. Comment il en est venu. Là, dans ce 3 minutes-là, on va entendre comment il en est venu à prendre l'Ozempic, puis après, qu'est-ce que ça y a fait, l'Ozempic? Ouais. À choisir ce type de traitement-là, parce qu'il y en a plusieurs, tu sais, là, avant même qu'on parle du sujet, qui vont dire, ben là, t'as juste à faire de l'exercice, t'as juste à manger mieux. On entend toujours les mêmes critiques généralement. Ton parcours qui t'a mené vers ça, c'est quoi, toi? Ben, en fait, c'est pas compliqué. J'étais en ondes au 104.7 l'année passée, en direct, et je me suis mis à avoir de la difficulté à parler. Et pendant mon émission, j'ai fait une paralysie de Bell, donc j'ai paralysé du côté droit du visage. Là, mes collègues me regardaient en disant, ça va-tu? T'as-tu bu de l'alcool, des affaires de même? Donc, c'est ça, ça arrive de même. Là, des fois, c'est un virus. Et le médicament, pour traiter ça, a complètement déréglé mon taux de sucre, là, mais vraiment de façon magistrale. J'avais pas de problème avec mon sucre avant. Et là, j'étais sur 3 médicaments, dont j'en prenais 4 pilules par jour, donc metformin, glyclazide, des affaires de même, pour ramener mon sucre, et ça marchait pas.
Et ça marchait pas à un point où là, ma médecin m'a dit il faut qu'on te mette sur de l'insuline. Et la conséquence de moi, si j'étais tombé sur l'insuline, j'ai déjà été camionneur, j'aurais perdu mes droits de conduire un camion aux États-Unis. Ah ouais? Alors là, elle a dit, il reste Ozempic. J'ai dit, Ozempic, moi, je ne voulais pas essayer ça parce que j'entendais, comme tout le monde, ce qui se passait autour d'eux. Puis voilà, il y a 6 semaines, on a commencé Ozempic, puis tout est beau. J'ai plus besoin de prendre les 3 autres médicaments. Mon sucre est redevenu normal. Puis en plus, je mange plus de cochonneries, puis c'est spécial. C'est très, très spécial. Alors, c'est un peu l'histoire pourquoi j'ai décidé d'en prendre. C'était vraiment médical, d'abord, pour une crise là, de mon sucre qui est maintenant réglée. OK. Mais là, évidemment, ça fait pas si longtemps. C'est un petit échantillon, mais quand même, est-ce que c'est aussi miraculeux qu'on l'entend, Ozempic? Oui. Bien, j'aime pas dire ça, parce que je vais commencer par le fait que pendant 1 mois, 3 heures après la première dose, je voulais, pas mourir, mais j'étais malheureux. Et à chaque jour, pendant à peu près 1 mois, je me suis dit, voyons donc, ce médicament-là, si le monde maigrit, c'est parce que t'as tout le temps mal au cœur, t'as tout le temps des choses comme ça. Donc, ça a été très dur au début. Mais tu sais, je suis resté dessus parce que j'avais une raison médicale. Mais à partir du moment où, je te dirais, il y a 2 semaines, tu arrives à la bonne dose et tout ça, je ne sais pas si je peux dire que c'est miraculeux, mais moi, j'ai jamais été comme ça dans mon cerveau. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, des fois, je suis assis chez nous, puis je suis comme, on dirait, j'ai-tu mal au ventre? Non, j'ai faim. Tu sais, j'entends mon ventre crier qu'il a faim parce que ça fait plusieurs heures que je n'ai pas mangé et que je n'ai pas pensé à manger. Je vais à l'épicerie. Normalement, j'aurais fait le tour de l'allée des sacs de chips, des affaires. Là, je passe même pas parce que je sais que comme je vais être devant les chips, le cœur va me lever un peu, des affaires de même. L'autre jour, j'étais assis à mon bureau avant mon émission. J'ai eu un craving. Je suis sorti m'acheter du thé vert puis des edamame avec des fraises congelées. Tu sais, c'est ça que j'avais envie de manger. Tabarnak, l'Ozempic, c'est vraiment pas bon. Ça, c'est spécial. Non, là, le gars, après, il dit... Ça finit par manger comme Crave, tu vas manger des edamame, ça marche pas, là. Puis du thé vert. Puis là, l'autre, il dit, t'es-tu enceinte, tu sais? Ouais. Là, il dit, non, mais là... écoute, si tu veux, on peut écouter juste parce que... Non, c'est correct. D'abord, je suis en train de computer tout ce que je viens d'entendre là. D'abord, lui... il a passé à travers quelque chose de... Il parle pas de son poids, par contre. Hein? Il n'a pas parlé de son poids. Non, il en a parlé par la suite, puis il dit, écoute, je suis comme tout le monde. C'est pas un gros, j'ai vu sa photo. Là. C'est pas un gros, c'est pas un gars qui maigre. Il y a un 10, 15, 20 de Ah oui, c'est ça, un 10, 15, 20 peut-être. OK. Mais lui, il dit, moi, j'avais pas nécessairement envie. Mettons que ça aurait été juste pour perdre du poids, j'aurais pas pris ça. Là. C'est ça. J'aurais fait d'autres choses. Mais, tu sais, mais c'est quoi l'histoire? Ce que j'ai pas compris... Ouais, je voulais pas trop prendre de Ozempic avec toutes les histoires qu'on entend. C'est quoi les histoires qu'on entend? Je comprends pas. Mais ça, j'ai entendu en passant l'histoire du mal de cœur. De cœur, ouais. Ça semble être une réaction pour à peu près tout le monde. Mais j'ai trouvé ça spécial qu'ils disent que quand il va à l'épicerie, puis il dit d'habitude, je fais l'allée des chips, puis je m'achète des patentes. Là. Ça a l'air d'être un gars qui mange normalement, mettons comme tout le monde un peu, là. Fait qu'il dit, quand je passe dans ces allées-là maintenant, c'est comme si tu as mal au cœur de la malbouffe. C'est la première fois que j'entends ça. En tout cas, à la bourse, Jerry, on sait que c'est vrai. Les compagnies qui vendent ces cochonneries-là, il y a un méchant ajustement de ce qui se passe parce que ceux qui en mangeaient beaucoup, qui sont sur le Ozempic, ils n'en achètent plus. Là. Ils n'en achètent plus. Il y a beaucoup de compagnies là, justement qui vendent un peu des bonbons, de la cochonnerie, des affaires. Les autres, Ozempic, c'est pas bon pour eux. Ozempic, c'est pas bon du tout. Donc, c'est pas bon Mr. White, pas bon pour le business. Regarde, je vais faire l'avocat du diable parce que je ne suis pas sûr que tout le monde a entendu. Là, je ne sais pas si, pour qui c'est fait ce bout-là. C'est pour les Chiefs, puis en tout cas, anyway, si les Chiefs l'entendent, puis ils n'ont pas entendu le bout de Gilles où est-ce qu'on en a jasé. Toi, tu n'es pas un pro-Ozempic tant que ça, dans le sens que tu penses qu'il va y avoir des effets secondaires de tout ça puis qu'on ne sait pas tout. C'est pas ça. C'est que je trouve, puis je comprends, parce que vous autres, toutes les fois que je parle de tout ça, que je ne suis pas pour l'Ozempic, vous dites, ben oui, mais les médicaments, c'est bon, ça fait en sorte que le monde vive plus vieux, puis tout ça. Je sais pas ce que je dis. Non, mais c'est... parce que là, tu ne veux pas non plus...
peux pas non plus... Il y a quand même... Tu sais, je comprends que les compagnies pharmaceutiques, il faut les checker. Là. Ils sont là pour se faire de l'argent. Je comprends ça. Là. Mais dans l'espérance de vie qui a changé depuis 20-25 ans, c'est beaucoup relié à ça. Et le nombre les heures ou le nombre de jours d'hospitalisation des gens qui sont malades par rapport à aujourd'hui, puis il y a 30 ans, ça c'est genre la moitié moins. La raison, c'est que les gens prennent des médicaments pour, entre autres, les maladies les plus courantes, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension, le cholestérol, et ça a changé le monde, là, sérieux. Là. Comme certains... Tu sais, je veux dire, c'est pas toute la patente au complet qui est bad. Là. C'est pas parce qu'on s'est fait fourrer sur l'histoire des COVID. De la COVID. Puis en passant, moi, j'en veux pas aux compagnies pharmaceutiques pendant la COVID, en passant. Eux autres, ils ont fait ce qu'ils leur ont demandé, avec le temps qu'il y avait, puis avec... moi, j'en veux au gouvernement qui ont utilisé ça pour exercer des droits qu'ils n'avaient pas d'exercer, puis mettre la marde à travers le monde, puis commencer à diviser en deux les bons et les méchants en fonction de si tu le prends ou tu le prends pas, puis de ne pas laisser les gens décider par eux-mêmes, en plus, s'ils ne sont pas à risque, alors qu'on savait où ce qu'on était. Puis en plus, une fois qu'on a eu les vaccins, puis que ces vaccins-là ne fonctionnaient pas comme c'était supposé de fonctionner, c'est-à-dire que finalement, on l'attrapait, puis finalement, même si on était vacciné, on pouvait le donner. À partir de là, il n'y avait plus de débat. Mais moi, c'est eux autres à qui j'en veux. Le monde pharmaceutique, je n'ai pas d'action de compagnie pharmaceutique. Je sais très bien que c'est des business. Je sais très bien qu'ils sont là pour... Mais somme toute, il y a des affaires... On va parler des cancéreux qui ont été guéris d'un cancer qui ne se guérissait pas il y a 20 ans. Ben lui, la compagnie pharmaceutique qui a donné le stock, il est content. Moi, l'Ozempic, là, je vais te le dire, ce que j'ai peur de l'Ozempic, là. Pour l'Ozempic, ou ben non, je ne parle pas de l'Ozempic spécifiquement, c'est que tout ce genre de nouveaux médicaments-là qui donnent mal au cœur et ne donnent plus envie de manger, là, c'est que j'ai peur qu'éventuellement, comme lui, là, tu vois que ce gars-là là, qu'on vient d'entendre, là, lui, c'est très utile pour lui. Là. Lui, ça lui sauve la vie, ça vient remplacer des médicaments qui n'étaient pas adaptés pour lui. Mm-hmm. Donc, pour lui, là, moi, je trouve que c'est merveilleux. Là. Moi, je trouve que si ça sert à ça, c'est merveilleux. J'ai juste peur que l'Ozempic, éventuellement, ça serve à être donné à du monde qui sont juste gros parce qu'ils ne bougent pas, qui ne font pas d'exercice, puis qui mangent mal. OK? Eux autres, puis ils sont jeunes. OK. Mais eux autres, ça n'a pas... Je comprends. Si c'est moi, dans mon cas à moi, si c'est payé par nos assurances publiques, donc c'est-à-dire notre argent, je suis à la même place que toi. Mais si quelqu'un a mal mangé puis il n'a pas fait de sport, puis que ça lui coûte 400$ puis il paye de ses poches pour finalement guérir son problème, I don't fucking care. Je comprends. Sauf que pour moi, ça ne doit pas être un plaster pour quelqu'un qui a 22 ans puis que lui, c'est qu'il est assis dans son sous-sol puis que tout ce qu'il fait, c'est qu'il mange des chips puis qu'il joue aux jeux vidéo puis il est rendu à 300 livres puis il dit « Moi, je vais prendre l'Ozempic, ça va régler mon problème. » Mais ton problème n'est pas là. Ton problème, c'est lève ton cul, va faire du vélo puis mange des légumes. Puis de la viande rouge. Oui, c'est ça. Je sais pas. Non, mais ton point est correct. Ton point est très bon. Mais c'est fou quand tu regardes ça d'une manière un peu plus... large. Large. Ouais. Tu sais, mettons que tu as, je sais pas, mettons que tu as une entreprise puis tu as un gros qui est là. Le gros, il a 30 ans. Lui, le gros, là, il prend de l'Ozempic pour maigrir, puis ça passe ses assurances là, du bureau. Mm-hmm. Non, ça, ouais. Attends un peu. Non, il y a deux manières de voir les choses. La première manière, tu dis « Hey, mon gros tabarnak, tu prendras pas notre argent, Chris, pour maigrir. Va te courir, Chris, puis mange comme il faut. » Puis ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, tu dis « Chris, oui. Pique-toi l'Ozempic au plus sacrant. Tu vas devenir slim, puis Chris, tu seras pas malade plus tard. » Parce que s'il reste gros, puis il arrive à 40 ans, puis il commence à avoir d'autres problèmes. Mais là, c'est sûr qu'il va coûter cher en assurance collective, c'est clair. À un moment donné, lui, il va coûter... Lui, il est dans le bureau jusqu'à l'âge de 50, 60 ans. Lui, il va coûter cher en tabarnak à l'assurance. Je suis à 200%. Donc, s'il fait... Attends, c'est ça, je veux finir mon histoire. S'il fait 6 mois d'Ozempic, bien, sur le long terme, ce gros calif-là, tu l'as pas, c'est bon. Il ne fera pas 6 mois d'Ozempic. Non, mais je ne parle pas pour parler. Non, mais c'est important. Il ne fera pas 6 mois d'Ozempic. Il va le faire tout le temps.
Il va le faire tout le temps. Pourquoi, après 6 mois, il va arrêter puis il va... Lui, ses habitudes de vie n'ont pas changé. Non, mais l'Ozempic, c'est pas à vitam aeternam. Là. Oui. Ben, pourquoi Parce pas? que tu regagnes ton poids si tu arrêtes. Parce que tu recommences à manger. Non, mais c'est que c'est des doses minimes. Au début, c'est des doses. Après ça, c'est des petites doses. C'est un peu comme une aspirine de bébé pour quelqu'un exact. qui. Il y a un ajustement. Il y a un ajustement, oui, ça, c'est ben clair. oui, Mais ton point, même s'il arrêtait après 6 mois, ton point est excellent. Puis, regarde, tu commençais, puis je savais exactement où tu allais aller, incluant la deuxième patente. Mais, supposons dans le bureau, OK, on va prendre, mettons, il y a des domaines où OK, dans le bureau, il y a 40 employés, puis il y en a 10, 12 qui doivent se retrouver de le prendre. Ça va finir qu'il va y avoir un ajustement d'assurance collective. Là. Oui. Oui, je comprends. C'est sûr. Moi, je suis plus de l'école. Je comprends ton point, mais je suis plus de l'école quand c'est pour. Puis je sais que l'État ne fera pas ça. Là. L'État va finalement finir par payer en disant ouais, mais comme tu dis, à long terme, ça nous permet de moins les opérer, de moins régler d'histoire. On ne leur donne pas telle affaire, on ne leur donne pas ci. Je suis d'accord avec ça. Sauf que pour moi, si c'est uniquement en raison du poids, ça devrait être payé à 100% par l'individu. Soit qu'il y a une assurance privée, puis il s'entend que son assurance privée, ça, c'est pas mon problème. Okay, ouais. Mais je veux dire, je sais que ça va finir des mains de l'État. Je sais que l'État, on va finir par payer pour ça. On va dire, Chris, effectivement, il y aurait eu moyen que ça ne coûte rien. Tu avais juste à mieux manger et à faire du sport. Mais on sait bien que c'est pas de même que ça marche. Oui, mais la face, c'est que là, tu peux le transposer. On discute, là. Tu peux le transposer. La fille qui est à la réception, là, avec sa crise de boîte électrique mêlée, là, elle a des dépressions à tour de bras et elle est toute décollissée. Elle mange des bonbons. Moi, je vais aller la voir. Je vais dire, hey, ma tabarnak, va prendre des marches, achète-toi un chien, puis va prendre l'air. Puis là, Parce que là, elle, ben là, ça, moi, du monde, ça dépresse tout le temps, là, Chris. Ah ouais, crains-toi un peu, esti, puis on t'écœurait de payer tes médicaments pour ta boîte électrique mêlée. Je pourrais dire ça, moi, cette fille-là. Mais la face, c'est qu'elle, si elle prend des pilules, la face, c'est que quand elle s'en va, elle, en dépresse, elle coûte cher à l'assurance salaire de l'entreprise. Oui. Elle n'est jamais au bureau, la calice. Et là, tu dis, ben prends tes médicaments, mais au moins tu vas être au bureau pour on va sauver sur l'assurance salaire. C'est tout touché, ça. Il y a une manière de voir les choses. Là. Puis j'ai dit ça, puis je blague pas quand je dis ça. Là. Des mangeurs de pilules pour des boîtes électriques mélangées, là, c'est... Non. C'est la business là, de l'Ozempic comparé à ça, c'est inimaginable. Oui, regarde, je te suis. Mais tout le monde a ses pilules de bonheur. Il y a une différence entre les deux. Un gars qui a besoin, un gars ou une femme de 380 livres qui ont besoin d'Ozempic pour maigrir, je suis capable de le boire. Moi, j'ai l'impression que 9 personnes sur 10 qui ont des pilules pour des affaires, supposément dans le coco, qu'on n'est pas capable de voir en passant, incluant le médecin. Ouais, je sais. Il y a la COVID longue, là. C'est spécial. Les burn-out, c'est spécial. Là. Oui, c'est comme par hasard, il faut que tu aies le moyen d'être en burn-out. Ben, moi, je connais plein de monde qui n'ont pas le moyen d'être en burn-out. Puis ils ne sont pas. C'est ça. Donc, comme par hasard. Tandis qu'un gros, je le vois, il est gros. Là. Il est gros. Regarde, c'est un très bon débat, là. Mais un très bon débat, mais tu vas voir, Mr. White, tu es en train de comprendre la patente là-dedans. Moi, je suis content pour lui, ce gars-là. Ce qui est très hot, c'est que lui, il y avait plein de médicaments qui ont essayé, plein d'affaires, puis finalement, il a trouvé. Il dit quasiment, c'est un genre de médicament miraculeux, comme tu dis. Est-ce que tu voulais me faire entendre la partie numéro 2? On peut écouter il y a une minute où il a continué de parler un peu de la situation, mais je ne me rappelle pas exactement, mais si je l'ai gardé, d'après moi, c'est intéressant. On l'écoute. Oui. Parce que, tu sais, c'est rare que monsieur, madame, tout le monde va avoir faim pour ce type d'aliment-là, comme spontanément, généralement. Surtout, tu sais, on se connaît pas, là, mais moi, là, comment je te dirais? J'aimais raconter en ondes que je vais tester les meilleures poutines de l'Outaouais. Ça ne me dérangera pas de les tester à tous les jours, tu comprends? Et là, mettons, je pense pas que je pourrais manger une poutine... Juste l'idée de, c'est comme quand, mettons, un gros repas des fêtes ou à Pâques ou peu importe, là, tu as mangé, tu es bourré, puis tout ça, puis il arrive avec un dessert, puis là, tu n'as plus faim, mais tu dis, je vais faire plaisir, je vais manger le dessert quand même. Je suis comme en permanence dans cet état-là. Okay. Là. Je me sens pas plein, mais j'ai pas l'envie de manger. Et c'est là où moi, je m'inquiète pour...
sais, les gens pour qui ça va pas bien dans la vie et que leur plaisir en ce moment, là, c'est un vendredi soir, ils sont tout seuls, ils s'ennuient, puis tout, puis leur plaisir, c'est de se dire, je vais me commander de la pizza, là, puis je vais regarder la TV, puis ça va être bon, tout ça. Mais là, tu n'as même plus envie. Moi, j'ai trouvé ça rough la première semaine, là. En plus, j'avais beaucoup mal au cœur, mais de me dire, hey, j'ai même plus de fun à manger. Regarde, pour finir, là, Ça, je c'est me le côté considère plat. juste très chanceux de ne pas avoir à vivre ça. Écoute, on ne sait pas ce qui va arriver avec notre diabète avec Exactement. la vieillesse. Là. Hmm. Mais, tu sais, pour moi, là, de temps en temps, se payer. Ben, regarde, il a nommé pizza, Jerry. C'est quasiment. Hey, imagine, là, tu peux plus. T'as plus envie de manger de la pizza, maintenant. Ça se peut pas. Ah non! Ça se peut pas, là. Non, ça se peut pas, Jerry Pizza. Ça se peut pas. Tu sais, Jerry Pizza qui prend le Zampic mange plus de pizza. Non, voilà. Ça se peut pas, ça. Non, ça se peut pas. Non, mais moi, j'aimerais. Mais moi, tu sais, t'as raison, Jeff, mais moi, j'aimerais pas ça. Tu sais, puis je comprends, là. Ça. Tu sais, on essaie de se discipliner ces chips, là. Mablon puis moi, on se lance des défis quasiment. Là. Non. On est des mangeurs de chips, comme n'importe qui. Là. Il y a une drogue là-dedans. Il y a un produit qui est mis pour que tu en manges tout le temps. Puis, il y a une cocaïne. Ben oui, c'est chip ou cocaïne? Ben oui, il y a de quoi là-dedans. Là. Dans beaucoup de produits qu'on a un crave, moi, je pense qu'il y a de quoi. Oui. Mais je sais bien que je ne peux pas manger de la pizza à 2 fois par semaine. Je sais bien que je ne peux pas ça. manger une poutine 1 fois par semaine. Je sais bien que. On se fait, nous autres, un lunch par semaine de temps en temps. On se fait un genre, on appelle ça un cheat day. J'aurais de la peine de ne plus avoir le goût de ça. De ne plus avoir le goût, c'est ça. C'est ça. Moi, j'aime l'équilibre. C'est un défi à tous les niveaux, incluant la bouffe qu'on mange. Ça veut dire, c'est un. Lui, il a perdu. Lui, ce qu'on sent, c'est qu'il a perdu quelque chose. Dans le sens que il est content de son histoire, ça l'a réglé, ça l'a réglé ses histoires de sucre, puis puis il y avait un problème physique avec ton. Et là, tu le vois qu'il a comme perdu quelque chose. C'est le plaisir de manger. C'est ça. Tu sais, le plaisir de manger, c'est le fun, ça. C'est un beau plaisir dans la vie, là. Ça, mais en même temps, écoute, c'est ça. Fait qu'on est rendu pas mal. Où est-ce qu'on est rendu, Jeff? On est rendu dans les Jerry hors contexte. Ouais. Bon, il y en avait une coupe cette semaine. Il y en a 4. Ouais. Il y en a 4. Il y en a 4. On y va. On commence par le premier, OK? Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Christophe, t'es assis chez vous, le sac de chips entre tes deux jambes, puis Chris, t'écoutes la TV. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Gaulis? Pense à ça, là. Alors, je suis anxieux. Mange tes chips. Qu'est-ce que je te dis, Gaulis? On peut pas sauver tout le monde. Jerry hors contexte. Hors contexte. Hors contexte, c'est spectaculaire. C'est que j'aime ça. Vous allez faire une crise de cœur. Numéro 2. C'est le le 50e. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Des bouffons qui se lavent la bisoune des toilettes. Jerry hors contexte. Hors contexte. Oui, c'est vrai, pareil. Il dit c'est vrai, pareil. Non, mais c'est vrai. Des bouffons qui se lavent la bisoune des toilettes. Oui, c'était écrit dans le chronique. Ah, OK. Mais des fois, je me rappelle pas du contexte. Non, c'est hors contexte. Non, c'est hors contexte. Il faut que je remette le contexte. Là. Oui, exact. C'est quelqu'un. L'histoire, c'était quelqu'un qui est allé à l'hôpital. Puis à un moment donné, quand tu es à l'hôpital pendant 24 heures de temps dans la salle d'attente, de temps en temps, tu vas à la toilette. C'est ça. Mais donc, cette personne-là est allée à la toilette. Et dans les toilettes, quand tu arrives, là, il y a quelqu'un qui est en train de se laver la zone dans le lavabo, là, dans la toilette. Et voilà. Ben, c'est ça l'histoire. C'était écrit comme ça. Là. Ben oui, c'est comme ça. T'as rien inventé. J'ai rien inventé de ça. Oui, c'est ça. On est prêt pour le troisième. Le troisième. Go! Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Oh. Ici, là, c'est 10 petits royaumes de marde pognés ensemble. C'est ça le Canada. Là. Oui, Jerry hors contexte. Hors contexte. Ah, il y a des grandes vérités là-dedans. Là. Ah oui, il y a des grandes vérités. Yes. C'est pas tout 10 royaumes. L'île du Prince-Édouard, il y a des patates et des beaux terrains de golf, mais il me semble que. Il y a 10 places bizarres. 10 places bizarres. On est prêt pour le dernier. On y va. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Andy Kazmierczak. Nasri
Asfoura. Jerry, hors contexte. Hors contexte. Je le savais qu'on allait l'avoir, celui-là. Je le savais. Asfoura, on va en entendre parler pas mal. Asfoura. Ben, c'était mon petit lab, Jeff. C'est un très bon lab. Oh oui, très, très bon lab. Très bon Vraiment. lab. On est tellement profond dans le lab, en plus. Oui. Oh, oui. Oui, ça nous permet d'aller loin dans nos affaires. On a comme le temps. Thank you, Mr. White. Le labo de Mr. White. Radio Pirate. RadioPirate.com.